Bonjour à tous et bienvenue au Rendez-nous. Salut les gens, comment ça va? Cette semaine, on va revenir sur des petits débats qui ont eu lieu. Est-ce On que va tu les aussi as vus cette parler. semaine? Tu les as vus ou pas les débats? Attends, garde ça pour plus tard. Vas-y, vas-y. On va aussi parler d'une énorme campagne qui a été lancée par l'association UFC Que Choisir et Oh, qui est passée un peu sous les radars. Et ok, donc, c'est l'intérêt de cette émission de vous ramener les petits trucs comme ça carrément. dont on n'entend pas parler. Bah parfait. Avant C'est tout, parti. jingle. Et bah alors, comment s'est passé cette semaine pour toi, BPT? Moi, ça me fait plaisir de revenir toutes les semaines ici. On Encore est une fois, bien à ici. l'heure, 19h. C'est bien d'avoir un On horaire tient fixe, hein. plutôt Je crois que bien, les on gens tient adorent plutôt ça. bien. Moi je dis, on n'a qu'à prétendre qu'on a commencé à 19h parce que si vous écoutez en replay, vous avez aucun moyen de savoir qu'en fait c'était pas du tout. Mince, Waouh, j'ai tout il dit. sabote. Je crois qu'en fait, cette émission est activement en train d'être sabotée par Bienfait pour tous, Non, semaine non, après non. semaine. Viens, on traite directement le sujet d'actualité C'est quoi ce truc? et après on parlera de ce qui s'est passé cette semaine parce que t'as eu des débats hyper intéressants. J'ai peut-être quelques désaccords et j'ai peut-être quelques trucs à dire dessus, donc ça va être intéressant. Moi, j'ai jamais Mais d'abord compris le, pourquoi ouais, l'Ultimate Fighting Championship s'occupait des habitudes de consommation des d'accord. gens. Donc UFC Que Choisir a lancé une énorme campagne et franchement, c'était nécessaire. C'est une campagne sur les déserts médicaux C'est un et gros en fait, problème, ça. qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en fait, j'ai littéralement eu une pub sur Twitter de UFC Que Choisir. Je me suis Ah dit: «Mais ouais? mais pourquoi j'ai une pub?» Et en fait, ils ont lancé une campagne le 21 novembre, je crois. Aggravation des inégalités d'accès aux soins face à une situation devenue intolérable. UFC Que Choisir, agréé pour représenter les usagers de santé, attaque l'État en justice devant le Conseil d'État pour inaction. Donc c'est une Bah, dynamique un peu similaire à, au procès pour inaction climatique. C'est quelle association qui faisait le procès pour inaction climatique? je crois que c'est un consortium d'associations, non? Je sais plus, c'est beaucoup d'associations climat. C'était il y avait 2 millions de personnes qui avaient signé une pétition, pour attaquer l'État en justice pour inaction climatique. Là, c'est un peu la même chose, mais pour le manque de soins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on entendait plein de gens se plaindre, tu sais, même des artistes, des influenceurs dire: «Mon enfant a été malade et je me suis rendu compte de la gravité des déserts médicaux, on a attendu dans l'hôpital pendant des heures» et cetera et cetera. Ouais, ça touche de plus en plus de gens. Du coup, les gens commencent à remarquer qu'il y a peut-être un petit souci quand leur grand-mère doit attendre 8 heures dans un couloir. C'est sûr, hein? Et en fait, voilà, les coupes budgétaires à répétition qu'il y a sous le mandat, sous les différents mandats libéraux, dont les mandats de Macron, fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation critique et c'est bien que ça puisse avoir un peu de visibilité avec des actions comme celle-ci. Donc là, ils demandent aux gens de signer une pétition. Il y a déjà 48 000 personnes qui ont signé. Ce serait bien qu'il y ait un petit 100 000, quoi. Ce serait intéressant. Ouais, allez signer la pétition, les gens, c'est super important. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une plateforme sur lequel tu peux rentrer ton ta commune et ils te disent techniquement si tu es, dans un désert médical et si tu manques de médecins, si c'est facile ou pas d'accéder à un médecin, D'accord. dans ta région quoi, là où tu habites. Et c'est Ouais. bien parce qu'ils te disent: «Non, en fait, il y a un problème chez vous donc rejoignez le mouvement quoi». Et quand tu regardes cette carte, il y a très peu d'endroits où il y a pas de problème, hein. Ouais, parce qu'ils disent que 83% des Français résident dans un désert médical. C'est ça. C'est fou. En se basant sur l'offre médicale accessible à moins de 45 minutes de route, notre étude montre en effet que 19,3% des Français résident dans un désert médical pour l'ophtalmologie, 25% des femmes dans un désert gynécologique. Ouais, donc c'est vraiment genre, tu es dans un désert, 83% sont dans un désert médical pour au moins un des types de médecins et un des types de soins essentiels, quoi. Moi, j'aime bien la stratégie qui est utilisée par, UFC Que Choisir, qui est de revenir au texte fondateur. Le texte
exact de la pétition, c'est commence par: «Les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit, mais qu'en est-il s'ils sont malades?» Parce qu'il Ouais. y a une inégalité géographique. Moi, ça fait longtemps que je critique les discriminations géographiques. On n'en parle pas assez. Moi, je considère que c'est pas normal qu'il y ait des niveaux d'imposition différents et des niveaux de financement différents pour différents échelons géographiques. Ouais, c'est Je vrai que je les impôts considère locaux, ouais. Bah oui, moi je considère qu'on devrait garantir des droits, pas que donner de l'argent à des communes en se disant: «Oui, mais peut-être que si on lui donne tant d'argent, il réussira à faire ce qu'on lui demande». Non, 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 non! Il faut garantir des droits, donc on s'en fiche en fait de combien ça va coûter. Si on considère que chaque personne en France a tel droit, ça doit être garanti dans toutes les communes de France. Et si une Logique. commune, dans cette commune-là, l'hôpital, il est vieux, il est délabré et cetera, on dit pas: vous en êtes mal occupé, c'était à vous de faire le ça et maintenant, vous avez l'argent comme tout le monde». Non, 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 c'est à C'est l vrai que pour moi, c'est à l'État de garantir. L'État adore se défausser comme ça sur le local en disant, «Quoi? Bah, c'était pas notre responsabilité» et cetera. Enfin, tout le truc de, la décentralisation. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que c'est bien d'avoir une la un des échelons de décision où en fait, tu peux demander quelle est la meilleure manière de faire à différents échelons, de localité. Mais je considère qu'au niveau du financement, vu que c'est au niveau de l'État où les droits sont garantis, les financements doivent être garantis au niveau de l'État. C'est-à-dire que c'est chaque citoyen en France doit pouvoir directement porter plainte face à l'État. Aller voir l'État et dire: «Vous ne garantissez pas ce que j'ai demandé», et avoir instantanément, un dédommagement si ce n'est pas fait, et que du coup l'État soit tout de suite à aller voir la commune et lui dire: «Écoute, là on dédommage, 40 de tes habitants. Ouais. Pourquoi votre décision n'a pas marché? Comment on peut financer directement pour que ça nous coûte moins cher que de dédommager directement?» Parce que le but, c'est que ça coûte cher à l'État d'avoir à dédommager, et que chaque personne en France puisse demander d'être dédommagé si jamais ses droits ne sont pas respectés, en fait. Ouais, Et que le ouais. dédommagement, en fait, pour la santé, le dédommagement, il va être énorme parce qu'on peut pas, c'est incalculable la santé, en fait. Donc à un Moi, il y a un certain stade, exemple. l'État doit se sentir obligé, quoi, de venir et de régler le problème. Les gens, parfois, ne voient pas concrètement ce que ça veut dire, ce truc de: est-ce qu'on choisit de financer quelque chose avec des impôts locaux et donc ça va être dépendant des ressources que les gens ont localement, ou des décisions politiques locales, et cetera. La différence entre ça et des droits garantis à l'échelle du pays. Et un exemple que j'aime vraiment prendre tout le temps pour illustrer ça, c'est le système éducatif public aux États-Unis. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, les gens, aux États-Unis, leurs écoles publiques, leurs lycées publics par exemple, sont financés par des impôts locaux. Concrètement, ce que ça veut dire que dans des quartiers méga riches, les lycées ont des piscines, ont des terrains de sport ultra bien financés, de super haute qualité, ont des bâtiments tout neufs, rénovés, enfin même ils les rénovent même tous les 5 ans, enfin c'est fou à quel point il y a des moyens. Et quand tu es dans un quartier défavorisé, pauvre, là tu as les pires infrastructures, tu as des vieux lycées délabrés, il n'y a pas assez de professeurs, enfin vous vous rendez pas compte qu'il y a bien pire que la France en termes de système d'éducation. J'ai des critiques à faire bien évidemment pour l'éducation nationale, hein. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais le fait que... Et en plus en France déjà il y a des inégalités évidemment là-dedans, mais dans des pays où ils ont plus un système inégal sur le territoire et un système où les impôts locaux sont vraiment utilisés davantage pour financer des services publics comme ça, rendez-vous compte de comment ça démultiplie les inégalités et ça fait que bah, t'es né au mauvais endroit, désolé, t'as pas de chance, tu vas dans le lycée pourri du coin, alors qu'à quelques kilomètres, tu serais né là, t'aurais eu une éducation 5 fois meilleure, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Ouais, et une discrimination qui serait basée sur n'importe quoi d'autre que de la géographie, les gens, vu que c'est inné à ta personne, et que si tu te déplaces, et ben, la discrimination n'a plus lieu, a encore lieu, les gens sont choqués. Donc par exemple, si on te discrimine parce que tu es, handicapé, par exemple. Si tu es handicapé, du coup, tu peux pas accéder à un emploi, les gens, ils trouveraient ça honteux, tu vois? Ouais, ouais. Par contre la géographie, en fait, les gens ne changent pas comme ils veulent de géographie. Tu peux pas instantanément
choisir là où tu vas habiter pour plusieurs raisons. Just move! Mais oui, Déménage! déjà premièrement, tu as des attachements qui sont, émotionnels et relationnels. Bien D sûr, le truc principal quand même, c'est-à-dire que là où tu habites, c'est aussi là où tu as tissé tous les liens. Tu peux pas choisir de, bouger tous les gens que tu connais d'un seul coup, premièrement. Deuxièmement, les impôts, c'est-à-dire que souvent là où il y a des meilleurs soins et cetera, il y a aussi un plus grand niveau d'impôts et aussi un coût de la vie plus cher. Donc tu te retrouves à devoir toucher plus d'argent et comment tu fais pour toucher plus d'argent? Sachant que et là c'est le troisième point, le fait de déménager crée une instabilité économique, parce que tu dois perdre ton emploi. Énormément de gens ne travaillent pas avec un travail qu'on peut tout de suite transformer en télétravail. bien Beaucoup de sûr. gens ont juste besoin d'aller travailler, en fait Ouais, et donc du jour au tu lendemain, pars tu dans dis une à autre cette ville, il faut juste personne: trouver un «Tu nouvel perds ton emploi puisque taf». tu es dépendant du fait d'avoir un emploi pour survivre dans le système économique actuel, une grosse majorité des gens. C'est ouais, ouais, faut moi, j'entends souvent, Et des gens, l'immobilier. un peu libéraux, tu sais, qui répondra à quelqu'un qui dirait: «Oui, mais ces inégalités, territoriales, c'est quand même un problème». J'entends des réponses du style, «Il suffit de déménager, il faut aller à des endroits où il y a le plus d'opportunités économiques, il faut voilà, vous pouvez pas juste» et dans une certaine mesure, c'est vrai, tu vois? Si je parle à un ami à moi qui me dit, «Je suis dans tel endroit, je connais pas grand monde, j'aime pas cet endroit» et cetera. Tu peux, comme conseil personnel à des gens, proposer l'option de déménager, de trouver un emploi autre part et cetera. Mais comme solution systémique à l'échelle d'une société, désolé, on peut pas juste dire aux gens: «C'est de votre faute, il faut déménager» et donc tout ce problème des déserts médicaux, on peut pas juste dire: «Oui, bah, il faut que les gens bougent». C'est un truc que j'entends régulièrement, hein. Il faut bah, s'il y a un désert médical, il faut que les gens viennent dans les grandes villes ou dans les villes où il y en a moins ou je ne sais quoi. Mais juste, non, en fait, on ne peut pas raisonner comme ça. C'est pas techniquement faisable. L'immense majorité des gens vont pas déménager. Et donc, en fait, si votre but, c'est réellement d'améliorer le bonheur des gens, d'améliorer les conditions de vie de l'immense majorité des gens, vous devez adresser le problème des inégalités territoriales et assurer, comme tu as dit, une égalité de services fournis sur le territoire. C'est super important, c'est central. Ouais, bon Ouais sujet, hein. C'est cool qu'il y ait cette pétition. N'hésitez pas à aller la signer, les gens. UFC, que choisir? et le dernier point aussi, c'est quand même l'immobilier. C'est-à-dire que beaucoup de gens oublient que, soit tu as trouvé un bail, c'était compliqué de trouver un bail. Les prix de l'immobilier ont augmenté, donc le seul fait de bouger va techniquement devoir faire en sorte tu vas devoir retrouver un nouveau bail, et ça va sans doute augmenter, tes loyers et aussi, si l'endroit est censé être, un meilleur endroit pour plein de raisons et que c'est pour cette raison-là que tu as envie de bouger, en fait, il y a forte chance que beaucoup de gens aient eu envie de bouger déjà et que Bah du oui. coup, il y ait une force densité de population et que du coup, il y ait aussi un fort, prix au mètre carré pour là où tu vas habiter. C'est souvent des lieux où du coup, on est sur des espaces restreints où la construction les gens qui sont déjà, habitants là, ils vont lutter contre la construction de nouveaux, logements parce que du coup, ça baisserait la valeur de leur logement à eux. Donc on est dans des endroits où la densité de population, elle est énorme ou alors l'offre de logement est inexistante. Donc ouais, de dire aux gens: «Bougez», ouais, bah, oui, si tu es riche, tu peux choisir encore une fois, c'est un privilège, encore une fois, hein. Si tu es riche, tu peux choisir là où tu vas habiter et ça va peut-être te rendre plus riche, ça va peut-être améliorer tes conditions de vie et cetera. Le fait est que la plupart des gens, peut-être, 90 de la population, s'ils ont pas une opportunité, hem, p à la base, ils bougent pas, en fait. Bah La oui, plupart des gens bougent parce qu'il y a une opportunité. c'est La ça. plupart des gens bougent parce que on leur dit: «Vous allez avoir un job ici», ou alors on leur dit: «Ça va coûter moins cher ici», ou alors on leur dit: «Rejoins la famille, on va t'aider à, je sais pas, gérer tes enfants», des choses comme ça, tu vois? Et en fait, c'est une opportunité qui pousse les gens à bouger et c'est souvent, un déchirement, bah, il y a on connaît tous, bah, les enfants qui arrivent à l'école, en milieu d'année et cetera, qui ont du mal à se refaire des amis, même les parents qui sont obligés de de gérer de la paperasse pendant 3 4 mois, Bien sûr. heu, au moment de l'installation. Bref, tout ça pour dire, théoriquement, on devrait garantir un niveau de vie, au moins des droits, au moins les droits qui sont dans la constitution et dans la loi. C'est ça. Ça devrait être garanti pour tous les habitants du territoire sans un traitement différencié du fait de la géographie.
Il faut pas considérer que la géographie, c'est légitime de discriminer les gens du fait de leur géographie, du fait qu'ils habitent à un autre endroit. Tu peux pas juste dire à une personne: «Ouais, mais tu habites là, donc comprends pourquoi on garantit pas ce droit pour toi». Non, ça n'a aucun sens. Totalement Et d'accord faut avec ça. et faut être prêt à dédommager. Parce que, par exemple, moi, quand je garantis je propose la gratuité des transports en commun, OK? Ouais, Bah, quand je propose ça, je dis aussi, il y a certains territoires où ça sera pas possible de mettre en place un accès à 15 minutes à une station de transport en commun, puisqu'il y a juste pas de trafic à cet endroit-là. Et donc à cet endroit-là, tu dis pas juste aux gens: «Ouais, mais il y avait pas de raison de construire un RER, A ou B à votre endroit et du coup, bah, bonne journée monsieur, démerdez-vous». Non, en fait, tu dois dédommager la personne pour qu'elle ait des droits similaires. Donc moi, je suis carrément pour financer, des transports donc tu lui dédommages l'usage de sa motorisés. voiture, du style, Voilà, le carburant, l'assurance, peut-être c'est ça, ouais. le prix du véhicule. Et Je trouve ça logique. il faut savoir que, du coup, ça va pousser tous les citoyens, en fait, à réfléchir d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on fait pour économiser notre argent? C'est-à-dire les impôts, c'est notre argent. Sachant qu'on doit dédommager les gens dont on ne garantit pas les droits. Bah, je peux te garantir qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui vont rouvrir, beaucoup d'hôpitaux qui vont rouvrir, beaucoup de petites lignes de train qui vont d'un seul coup retrouver, des gens, pour la réparer, la traiter, la maintenir, Carrément. parce que ça nous coûterait énorme. En fait, c'est juste parce qu'on n'a pas à gérer les externalités négatives du fait de supprimer une voie de RER, en fait, ou de petits trains, de TER et tout. On n'a juste pas à Carrément. gérer, on n'a juste pas à financer tous les gens qui vont devoir prendre leur voiture. Donc on se dit: «Bah, ça c'est gratuit de fermer une, une voie». Mais refais ce calcul quand tu vas devoir payer les trajets, pour aller au travail de tous les gens qui utilisaient cette ligne à partir de maintenant. Bah, ça va vite changer la manière de gérer tous ces calculs. En vrai, moi, je suis énervé d'avoir compris le fonctionnement des transports en commun, le financement des transports en commun. Parce que maintenant, à chaque fois que je prends les transports en commun, je me dis à quel point c'est idiot que ça soit pas juste gratuit, tu vois. À chaque fois que je vois les rangées de barrières du RER, où le fait que tout le monde doit composter en montant dans le bus, ça prend du temps, il y a la queue, ça fait un embouteillage. Le bus pourrait redémarrer tellement plus vite s'il n'y avait pas ce processus, etc. Les machines qui tombent en panne, les réparateurs. Je le vois. En fait, c'est fou à quel point, tu sais, la droite parle tout le temps de tu prends la pilule rouge et tu sors de la matrice et tout. En fait, ce concept-là est totalement vrai. Le concept il y a plein de normes qu'on ne questionne pas dans la société, de choses comme ça qu'on ne questionne pas pendant très très longtemps, pendant des années. Et au bout d'un moment, quand tu te rends compte qu'un truc fonctionne d'une façon plutôt absurde et qu'on pourrait le remettre en question, etc., il y a vraiment cet effet-là où tu prends la pilule rouge et après tu ne peux plus retourner en arrière. Tu sais, genre tu Ouais. as vu le vrai monde, tu te rends compte du truc. Bref, Alors juste, je reviens 2 secondes sur la pétition parce que, il continue en citant le préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Donc rappelez-vous que c'est un droit constitutionnel ouais, sur la et que santé. si ce droit il est pas garanti, c'est légitime. Ce que fait que, UFC Que Choisir est complètement légitime et devrait être, supporté au maximum. Carrément, carrément. Voilà, c'était Bonne la petite info. news que je ramène, C'est que je bien, vous c'est bien. apporte, que je vous dépose devant chez vous. Alors, moi maintenant, je voudrais vous parler quand même de quelque chose que je trouve très particulier au sein de la gauche française. Parce que cette semaine, il s'avère que j'ai eu plusieurs débats. Et franchement, il y a eu une petite collection de débats qui était un peu centrée autour de la même idée. euh, que moi, comment je qualifierais ça? Je pense que c'est... euh, vous savez, on dit que les gens sont déterminés par leur environnement. D'accord? Ça, c'est une idée beaucoup portée par la gauche. L'idée que les gens sont le produit de leur environnement, les gens n'ont pas les opinions qu'ils ont, n'ont pas les conditions qu'ils ont par magie, ils ne sont pas apparus là, façonnés comme ils le sont, etc. Non, ce sont le produit de l'environnement. Et je pense que De leurs conditions matérielles. leurs conditions matérielles, je pense que le truc
qui cause toute la frustration que j'ai eue cette semaine avec un tas de personnes, à mon avis, c'est une sur-exagération de cette idée-là, ou alors une incompréhension de certaines conditions matérielles. Parce qu'en fait, cette semaine, j'ai eu plein de débats avec des gens Moi, j'ai bien envie d'en parler, hein. qui pensent que en fait, les gens ne peuvent pas changer d'avis parce que leur avis est déterminé par leurs conditions matérielles. Et en fait, leurs conditions matérielles, c'est genre leur classe sociale par rapport au fait qu'ils sont par exemple, le fait qu'ils sont des travailleurs ou qu'ils sont des propriétaires d'entreprises. Et notamment, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, les propriétaires d'entreprises vont forcément être de droite, qui ont complètement exagéré ce truc-là du déterminisme social. C'est pas... Est-ce que tu as écouté ces débats-là? Je te laisse Ouais, alors j'ai donner ton avis. écouté, il y a eu aussi le débat, qu'on a fait juste après le rendez-nous la semaine dernière avec Tizi Mitl, et il y a eu d'autres débats sur, bah, même au-delà des débats, des gens qui ont réagi à ton contenu en te disant que tu es idéaliste et cetera et cetera. Toute la semaine, j'ai eu ça, hein. Et c'est assez intéressant parce que, moi, je pense qu'un des trucs principal, c'est que les gens qui te parlent de tout ça, te parlent de théories et de textes et d'écrits qui essayent de donner des noms à des choses pour pouvoir en parler dans des recherches et dans des textes, politiques, philosophiques, sociologiques et cetera, et ne comprend pas en fait, je pense que ces gens ne comprennent pas que ces concepts-là, une fois que tu les as utilisés pour pouvoir en parler, ils ne sont pas censés devenir des mots d'ordre pour un discours public, et que dans un discours public, ça peut créer une narrative qui peut être toxique. C'est-à-dire que donner un nom à une classe de la population, si après tu réutilises ce nom pour cette classe de la population dans un discours public, tu es en train de cristalliser ce que tu as voulu étudier dans ta recherche politique, tu es en train de le cristalliser en tant que réalité telle elle est censée être. C'est vraiment ça. En fait, j'ai C'est-à-dire que l'impression là, que... on est dans un truc étrange où l'étude que font ces gens a l'air de, je crois qu'ils se rendent pas compte que ils sont aussi acteurs, et que si dans la manière dont ils partagent ces études-là et leur compréhension de ces études-là, ils peuvent modifier le réel et avoir un impact sur le monde, en fait. En fait, c'est vraiment ça. Juste pour illustrer, pour que les gens comprennent bien ce qu'on dit, un truc par exemple qui a été dit, c'est une personne sans abri ne peut pas avoir de conscience de classe et ne peut pas comprendre qu'elle fait partie de la classe dominée, de la classe des travailleurs. Euh, Parce qu'en fait, ces gens-là font partie d'une certaine classe de gens. Ils n'ont pas l'expérience matérielle d'être des travailleurs au jour le jour. Et donc, ils n'auront pas la conscience de classe qu'un travailleur. C'est juste un des exemples de ce genre de propos. Et je pense que tu as vraiment raison. Je pense que les gens ont lu des livres et ces livres-là ont essayé de décrire, Ou regarder des vidéos, ou ou regarder des écouter des vidéos, bien sûr, podcasts. mais les vidéos souvent s'inspirent de travaux ou de livres ou Ouais, d'écrits, ouais, ouais. enfin bref, des idées, quoi. Ils ont appris des idées qui sont censées être des façons de décrire le monde. Donc c'est censé être du descriptif, c'est censé être une analyse pour essayer d'avoir une description la plus exacte possible du monde. Il ne s'agit pas juste de décrire le monde, il s'agit de changer le monde. Qui a dit ça d'ailleurs? Je sais qu'il y a des gens qui écoutent, qui aiment le name drop, hein, qui aiment les Mais citations. Voilà. ouais, mais Et juste donc, en fait, il faut ouais, vraiment se vas-y. rendre compte que c'est pas la même chose quand vous êtes en train d'essayer de prescrire des choses et quand vous êtes en train d'essayer de changer les choses. Si vous vous reprenez des concepts descriptifs et vous les prenez comme prescription et vous les prenez comme un truc qui ne peut pas évoluer, forcément vous êtes amené à perpétuer le statu quo et à perpétuer ce qui est existant. Et du coup, les gens qui pensent ça se disent, quand ils croisent une personne sans abri, je ne peux pas essayer de la convaincre, je ne peux pas essayer de lui parler politique, puisque de toute façon, elle fait partie d'une catégorie qui n'a pas tendance à avoir une conscience de classe. Et c'est pas juste pour les sans-abri, bien sûr, c'est pour toute catégorie et que les gens ont impliqué ce raisonnement. Par exemple, les cadres, soi-disant, les gens qui s'occuperaient d'équipes de gens dans les entreprises ne pourraient pas changer d'avis s'ils ont des positions conservatrices, puisque leur position les empêche, et nanana. C'est juste le point de vue le moins stratégique que j'ai entendu
pour essayer de changer le monde, quoi. Genre, ça va pas marcher si on pense ça, les gens, s'il vous plaît. Et il y a eu la même il y a eu la même chose, enfin, il y a eu le même concept de ne pas comprendre que le fait qu'on parle sur un espace public a un impact sur l'espace public. Il y a eu ce même sujet-là, dans le débat qu'on a eu avec Tizi Mitl où, on croyait que, il suffisait enfin, on voyait pas le fait que quand on critiquait ou quand on disait qu'une stratégie était bonne ou mauvaise, le fait de le critiquer en soi était un message. En fait, je crois les gens comprennent pas que quand on parle dans un espace là, on est en train d'envoyer un message, par exemple. Mais le message, c'est pas ce qu'on est en train de dire, c'est le fait qu'on soit en train de le dire. Il y a les 2 choses en même temps. Donc quand les gens viennent sur ton stream et essayent de te dire qu'il y a une classe qui s'appellerait le Lumpen Prolétariat, qui a Lumpen, ouais. littéralement Lumpen prolétariat, ouais. qui n'a pas la possibilité d'avoir une conscience de classe et que ces gens-là, on peut dire qui c'est en regardant des choses descriptives hyper précises, par exemple, combien ils touchent par mois, des choses comme ça. En fait, ces gens-là, non seulement ils sont en train de, te dire ce message en tant que tel, mais en plus, ils sont en train d'envoyer le message en disant ça à tout plein de gens. Vous ne pouvez pas rejoindre la lutte des classes. C'est pas possible. Ils sont en train d'envoyer ce message-là. Et je crois qu'ils s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression qu'ils sont juste en train de te dire à toi, fais gaffe, tu peux pas aller convaincre ces gens-là. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils essayent de te dire. Ils essayent de te dire, n'essaye pas d'aller convaincre les gens qui touchent plus de 2 500 € parce que tu n'y arriveras pas ou je sais pas quelle dinguerie. Et en fait, ils se rendent pas compte que pas mal de gens, en fait, rentrent dans les catégories qu'ils sont en train de critiquer et entendent un message qui est: «Vous ne pouvez pas être convaincu puisque c'est pas dans votre intérêt». Parce que si une personne ne peut pas être techniquement convaincue, c'est qu'il y a aucun raisonnement logique qui permettrait d'expliquer pourquoi elle a tort sur un sujet. Donc ça voudrait dire qu'elle a raison de penser ça. Donc au moment où tu avances le propos comme quoi, une personne, qui est aisée, qui a fait des je sais pas qui est allée dans une université, des choses comme ça. Au moment où tu Ouais. dis: «Cette personne-là ne peut pas avoir» tu peux pas du tout la convaincre, c'est impossible de la convaincre sur le principe que, Je veux dire, heu on a quand même eu une elle personne fait qui. partie du attends, elle fait partie du prolétariat. Tu es en train d'envoyer à cette personne-là qui écoute le stream parce que spoiler alert, beaucoup de gens ont fait de l'université, en fait. Tu leur envoies le message, il y a aucun raisonnement logique qui peut vous expliquer que vous avez un intérêt de classe, prolétaire. On a Or quand c'est même faux. eu, juste pour que les gens, parce que ces gens n'ont pas écouté les débats, on nous a quand même dit qu'une personne interne en médecine à l'hôpital qui gagne 1 500 € par mois sans bourgeoise. Hein. Premier degré, c'est un vrai truc. Bon, Maintenant, j'ai mais envie quand même de parler, j'ai envie de vas-y. d'étendre un peu le débat. Viens, on revient sur le débat sur le lumpen prolétariat Ouais, d'accord. et j'ai envie d'en parler moi. J'ai envie de pouvoir mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a quelque chose, il y a Ok. un sens. Ils essayent quand même de parler de quelque chose de réel. Des gens qui sont censés, avoir un intérêt prolétaire et on ne sait pas pourquoi, en fait, ils sont en train de défendre les intérêts bourgeois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et en fait, moi, je considère que d'avoir donné ce terme sans trop expliquer ce que ça voulait dire, juste en parce que si tu regardes un peu, si tu remontes les explications qui ont été données sur ce terme-là, hein, c'est surtout des trucs genre: «Non mais eux, laisse tomber quoi». Tu genre c'est c'est vraiment comme ça que c'est traité. C'est vraiment: «Ouais, non mais eux, bon». Toute ma théorie, elle est valide, hein, ma théorie, elle est valide comme quoi vous êtes purement déterminé par les classes sociales, combien vous gagnez et tout. Ça, c'est vrai. Par contre, il y en a d'autres, bon voilà, ces gens ils sont bizarres. On les met d'un d'un côté, on va l'appeler Lumpen. Moi, j'adore Engels qui dit genre. C'est des gens qui ont une basse vertu, c'est des gens. En gros, c'est des gens méchants, quoi. C'est genre tous les prolétaires Voilà. que j'aime pas, Et la vérité, c'est qui que sont en méchants fait, avec moi. tu te rends compte qu'ils avaient tort. En fait, ils avaient tort. C'est en fait le Lumpen prolétariat est un contre-exemple de la pensée, comme quoi on est purement déterminé par, notre condition matérielle, qui serait pas les i qui ne prendrait pas en compte, par exemple, les relations, les idées et cetera, mais qui prendrait juste en compte, par exemple, le montant
physique de nourriture et d'or dans ton coffre, De sous valeur ton lit, tu matérielle. vois? Mhm. Ouais. Et en fait, ils avaient tort et en fait, il faut prendre en compte la condition matérielle intégrale qui prend en compte tous tes états que tu as vécus et qui ont été, et que ton cerveau a traité et a sauvegardé dans ta tête, en fait. Physiquement, ça reste du matérialisme parce que physiquement, tu as des neurones. Ces neurones-là sont organisés d'une certaine manière. Ils ont été organisés de cette manière-là parce que tu as vécu un certain type d'expérience et parce que tu as été fait comme ça et parce que tu as été bombardé avec soit des hormones, soit de la radioactivité, soit des produits chimiques. Et donc, tu es créé comme ça du fait de ton expérience dans le réel, du fait d'une suite d'expériences que tu as vécues. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, au moment où tu dois prendre un choix, oui, un des facteurs, ça va être combien tu gagnes par mois, puisque ça fait partie des expériences que tu as vécues. Mais il y a aussi dans tous ces facteurs-là, qui tu as eu en prof de maths en 6e. Il y a aussi qui était ton oncle, qui est mort et pour quelle raison il est mort, tu vois? Il y a plein de choses comme ça qui t'ont impacté plus ou moins d'ailleurs. Tous les gens ne sont pas impactés de la même manière, puisque quand on reçoit une information selon justement qui on est à ce moment-là, c'est-à-dire matériellement, qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à ce moment-là, l'information ne va pas être procédée de la même manière. Donc il y a des gens Et qui vont être c'est pour traumatisés par des ça, événements. que les gens qui prennent pas en compte le fait que les idées sont des conditions matérielles aussi, sont pas des vrais matérialistes en fait, hein. Exactement. Et Ils du vont coup pas jusqu'au ouais, bout du matérialisme. Ils ont une hémiplégie. Ils voient la moitié du monde. Ils sursimplifient complètement les choses comme s'il y avait que l'aspect économique, matériel, en termes de richesse, matériel direct ou ou même en termes d'expérience seulement dans le cadre d'un emploi ou du travail, hein, parce que c'est un peu ça le débat. La personne disait euh, non, mais il faut que tu fasses l'expérience au jour le jour de devoir obéir à un employeur, et donc c'est là que là tu as la conscience de classe. C'est juste, donc du coup, les films que tu as vus, les podcasts que tu as entendus, les discussions que tu as eues, tout ça, on oublie tout ça. Non, évidemment que non, ouais, c'est en plus, totalement il faut matériel savoir que aussi. l'être humain biologiquement a fait preuve d'empathie, c'est-à-dire a la capacité pour énormément des spécimens, humains, il y a des anomalies, hein, mais pour énormément des spécimens humains, on a la capacité et même sans le contrôler, on ressent de l'empathie. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose de biologique. On peut percevoir chez quelqu'un une production de équivalente à ses propres productions d'hormones et cetera, quand la personne voit chez quelqu'un d'autre des émotions se produire. Ouais, Donc les le seul neurones fait de miroirs et tout. voir Ouais. voilà, le seul fait de voir quelqu'un être triste va provoquer chez toi, peut-être pas la même amplitude, mais de la tristesse aussi. C'est pour ça que tu peux pleurer en regardant un film. Tu peux rigoler en regardant un film. Tu peux être heureux, tu peux te sentir complètement, hem, comblé. Tu peux te sentir comblé à la fin d'une histoire, d'une belle histoire. Et ces choses-là, c'est des choses que tu ressens vraiment parce que tu fais preuve d'empathie et donc on est capable de raconter des expériences d'autrui et d'ailleurs, il faut le faire. Il faut partager nos expériences. Il faut que le plus de gens possible soient capables d'avoir accès au plus de récits possibles sur la vie des autres pour qu'on sache qui on est, pour qu'on sache, quelles sont les conditions de vie des autres, pour que quand on fait des décisions qui ne nous impactent pas que à nous, ça permette aussi de réfléchir quel sera l'impact sur les autres. Bref, tout ça pour dire que si on revient sur le lumpen prolétariat, en fait, on peut étudier quel et l'environnement dans lequel il faut que tu sois pour faire partie de cette catégorie telle qu'elle est décrite, là-dedans et spoiler alert, Ouais. on vous l'avait dit. Ah, tiens, tiens, tiens. Pour pour moi, selon moi, les gens qui font partie de cette catégorie, c'est des gens qui sont défaitistes sur le projet de de la classe prolétaire. Ah. En fait, Tous les les doomers gens sont le vrai lumpenprolétariat. exactement, exactement. Tous les gens qui pensent que ce n'est pas possible que le prolétariat ait gain de cause, vont se réfugier dans une recherche individuelle de sécurité et vont combattre et vont être capables de combattre les prolétariats puisqu'ils pensent que de toute façon, ce combat est futile et il ne peut pas être gagné et donc c'est tous ces gens qui se sentent, importants en se disant: «Non mais moi j'ai compris que c'était pas possible, toi tu es naïf, tu crois qu'on peut,
on peut changer le monde, mais moi j'ai compris que c'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille activement pour l'intérêt de la bourgeoisie parce que moi, du coup, j'en retire des fruits pour mon bonheur individuel, parce que Ouais. je sais que mon bonheur individuel est le seul bonheur que je peux trouver dans ce monde, puisque je ne pourrais pas accéder au bonheur en passant via, hem, une solution collective. Parce que ces gens sont doomers, sont défaitistes sur une solution collective. Pas mal. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, oui, oui. Ou le truc de dire, bon, moi je vais me mettre bien, moi, de toute façon on n'aura plus de retraite, de toute façon ils vont nous enlever ça, donc faites-vous votre propre retraite. Moi c'est ce que je fais, j'essaie de gagner un max d'argent individuellement. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'essayer d'avoir une situation matérielle la plus confortable possible, hein, bien sûr, ça on peut comprendre, tout le monde fait ça, c'est à un certain niveau, bien sûr. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner tout espoir de changer le monde de façon systémique, politiquement, améliorer les droits, sortir du système capitaliste, etc. Bien sûr que si, les gens, bien sûr que tout ça on peut le faire. Bien sûr que tout ça on peut le faire. Et c'est vrai que ce défaitisme-là, moi, j'avoue que pendant longtemps, j'étais assez subjugué par le niveau de défaitisme de la gauche française. D'autant plus que quand même la gauche, enfin la France, je suis désolé, mais dans le monde, rendez-vous compte que d'un point de vue international, genre vous allez dans presque n'importe quel pays et vous parlez à la gauche de ce pays-là et vous demandez c'est quoi leur avis sur la gauche française, la grosse majorité des gauches des pays du monde sont jaloux de la gauche française. Genre tout le monde regarde, toute la gauche mondiale regarde la France en mode si seulement dans notre pays on pouvait faire ce qu'ils arrivent à faire en France. On n'est bien sûr pas le seul pays qui a des syndicats assez présents, un mouvement des travailleurs organisés présents, des partis politiques de gauche de rupture haut dans les scores aux élections. Pas du tout, c'est pas le seul, mais dans les puissances, dans le top 10 des pays les plus puissants, c'est quand même un des pays où la gauche est la plus forte. Et donc on est admiré pour ça dans le monde entier. Et euh, moi, je suis tellement surpris depuis longtemps du niveau de défaitisme, alors que il y a des pays où le parti qui serait équivalent à la gauche de rupture française, en fait, il est à 2% dans les élections dans d'autres pays. Et ces gens-là, ils se battent, hein, ils se battent tous les jours, ils essayent de travailler à diffuser leurs idées, à diffuser les idées dans l'intérêt général. Mais voilà, ça, c'est à 2%, 3%, 5%. Donc voilà, de base, je suis étonné par ce défaitisme, mais je pense qu'avec ce genre de raisonnement qu'on a rencontré cette semaine, en se basant sur des concepts comme ça, en se disant, bon, on ne peut pas convaincre telle ou telle catégorie de gens, je pense qu'on explique en partie le défaitisme par ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont considérés comme des intellectuels et qui sont influents dans la gauche française. Genre, ils sont beaucoup écoutés, ils sont suivis, ils passent dans les médias, etc. Et ils diffusent toutes ces théories pseudo-matérialistes, en fait. Ils ne sont pas matérialistes, ils sont idéalistes, mais bon. Ils diffusent cette théorie-là et du coup, ça favorise totalement le défaitisme. Et je pense qu'on explique en partie ça, le défaitisme absurde de la gauche française, par la présence de ces idées-là, quoi. À mon avis, c'est une sorte de mauvaise lecture de certaines théories sociologiques et de mauvaises interprétations qui conduisent les gens à se dire bon, on va pas pouvoir convaincre ces gens-là, alors qu'en fait, si tout le monde se disait bon, peut-être qu'en fait on peut le faire, peut-être qu'on y arriverait plus vite, quoi. C'est tout. Mais pas seulement on peut le faire dans les élections, aussi ce qui est proposé est possible Ah, parce tous les que jours, ça en va fait. plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, c'est pas seulement est-ce que arriver au pouvoir est possible, c'est le fait d'être au pouvoir, est-ce que ça peut garantir quelque chose? Parce que tous les fronts sont attaqués. Le front, c'est pas possible techniquement, il est attaqué. Après le fond, c'est pas possible idéologiquement, l'idéologie ne marche pas. Ça aussi, c'est attaqué. Beaucoup de gens pensent que un Mélenchon au pouvoir, il peut pas changer un iota et qu'il est contrôlé. Mais non, mais de toute façon, il doit faire ce que Ouais, l'Europe demande. Combien de fois tu entends ça? Et en ouais, fait, ouais, ce tout le qu'on a temps. à faire, c'est ce qu'on a, à affronter, c'est en fait un dilemme du prisonnier à l'échelle de la population entière. Hmm. La bourgeoisie va voir chaque individu et leur dit:
Ouais, tu pourrais, vivre dans des conditions pas super, en espérant avoir des bonnes conditions plus tard. Mais tu sais que si les autres le font pas, tu auras jamais de bonnes conditions. Oui, 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 jouer sur la compétition, bien sûr. Si Jouer les sur le autres truc, si toi font pas les tu... sacrifices, toi tu auras pas le bénéfice d'une victoire, du collectif. Et donc, Totalement est-ce ça. que toi, ça serait pas dans ton intérêt, à toi, de jouer dans ton propre intérêt? Oui, c'est Et du vraiment ça. coup Je pense ouais, directement à l'exemple d'une grève où tu dirais aux gens, en fait, ça marchera pas parce que vous allez sacrifier des journées de salaire, les gens vont pas vous suivre. Donc c'est vraiment ça, c'est le dilemme du prisonnier. Et on encourage justement le choix qui n'est pas celui qui maximise les intérêts du collectif. On pousse ce choix-là sur les individus pour pas que ça fonctionne, quoi. Ouais. bon du coup, quand on revient sur le concept de lumpen, prolétariat, à partir de ce moment-là, il f si vous êtes d'accord avec cette analyse-là et si vous comprenez cette analyse-là, dire que le lumpenprolétariat, ce sont des gens qui peuvent pas avoir de conscience de classe et de les mettre dans une catégorie qui essentialise leur absence de conscience de classe, ça nous empêche de pouvoir aller les voir et se demander pourquoi est-ce qu'actuellement ils comprennent pas que le collectif pourrait gagner et ça nous empêche de les convaincre parce que en fait, il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles un petit peu, ils sont capables de comprendre que le collectif non seulement est possible, mais aujourd'hui est nécessaire. Et je pense que là, on a un nouveau et aucun penseur qui de n'importe quelle époque pourra, donner des réponses là-dessus. Il va falloir utiliser vous-même vos propres neurones pour réfléchir à ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où si on ne fait pas gagner le collectif, on ne pourra pas vaincre le problème, franchir l'obstacle du climat. Totalement. Donc maintenant qu'on va voir ces gens-là, qui sont désillusionnés sur le potentiel du collectif, on n'est plus en train juste de se dire: «Bon, ben, ces gens-là, ils sont foutus, concentrons-nous sur ceux qui sont, pour le collectif». On est maintenant dans un cas de figure où la quasi-totalité de la population est convaincue que, l'individualisme est prioritaire, actuellement. Et du coup, on ne pourra pas échapper au fait qu'il va falloir aller leur parler. Sauf que maintenant, quand on va leur parler, on n'est pas en train de leur dire, vous êtes égoïstes, venez avec nous, on est sympa et tout». On est en train de leur dire: «Faites gaffe là, c'est pas que vous faites le choix de regarder que pour votre gueule. C'est qu'en fait là, vous êtes en train de faire un choix qui est destructeur pour tout le monde». Parce qu'à cause du climat, si on ne fait pas gagner le collectif, si c'est pas le collectif qui gagne au final, la solution individuelle ne pourra pas traiter les questions écologiques. Ça Exactement. sera pas possible et vous allez crever. Les riches ne pourront pas vivre non plus. Si vous êtes dans le top 1%, vous n'aurez plus non plus un oxygène, respirable. Exactement. Et les gens qui me disent: «Oui, mais les riches, ils auront des solutions». Est-ce que vous savez combien que ça coûte pour garantir un milieu de vie vivable pour une personne aujourd'hui? Oui, Les oui, gens genre qui non, peuvent mais ils s'offrir vont acheter des îles, ils vont avoir leur propre culture avec des esclaves, ils vont non, faire en fait. sécession entièrement. Et OK, peut-être, il y a 3 personnes comme ça, parce que c'est littéralement 3-4 personnes, hein, qui pourront faire ça. Mais la plupart des gens qui voudront pouvoir marcher dans la rue, genre juste les gens, tu leur dis: «Ah, tu voudras plus tard pouvoir marcher dans la rue?» Oui, En fait, la plupart des gens voudront avoir ce luxe, tu vois? bah oui, Et en fait, la plupart des gens, aujourd'hui, quand tu les mets en face de ces responsabilités-là, ils sont plus juste on n'est plus juste en train de discuter d'un choix, est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis pour le collectif? On est en train de mettre en face les gens du fait qu'il y a une nécessité du collectivisme aujourd'hui. C'est une nécessité et du coup, moi, je suis hyper optimiste, pour l'avenir parce que le fait est que, vu qu'on peut pas faire autrement, je fais confiance dans la capacité des gens à comprendre qu'on peut pas faire autrement et à rejoindre la lutte. et en plus, je trouve que, en fait, j'ai presque l'impression qu'au sens de la enfin, que parmi la population au sens large, qui n'est pas forcément dans des collectifs de gauche, dans le public, qui consomme beaucoup de contenu,
de gauche culturellement sur Internet, etc. J'ai l'impression que dans la population au sens large, les gens sont plus optimistes en fait. Genre, tu sais, les gens, où les gens sont plus au courant des problèmes que la gauche ne le croit et sont Ouais, plus proches en fait, les gens sont plutôt. Il y a beaucoup de gens qui sont en fait dans la recherche d'une solution et qui sont conscients de tous les problèmes dont on parle, sont même conscients par exemple des problèmes d'inégalité de richesse et ils sont contre de façon très basique, hein, puisque bon, il y a beaucoup de. C'est des idées très populaires quand même, tout ça. Hein. Par exemple, ils ont vu, voilà, beaucoup. Il y a eu tellement de films, tellement de médias produits sur le changement climatique. Tout le monde est au courant du changement climatique, à part les dernières personnes climato-sceptiques qui restent, mais c'est une infime minorité, d'accord, dans la population. Tout le monde est au courant. Ce que l'immense majorité des gens, l'espace mental dans lequel ils sont actuellement, je pense que c'est plutôt, c'est quoi les solutions. On a essayé plein de choses. Il y a eu des COP. Là, il y a la COP en ce moment à Dubaï. Là, c'est une grosse blague, mais bon. Il y a eu des COP. Plus il y a de COP, en fait, plus il y a de concentration de CO2 dans l'atmosphère. La corrélation, pour l'instant, est pas ouf. Il y a eu ça. Il y a eu tout le truc des petits gestes individuels. On nous a dit de fermer le robinet quand vous brossez les dents, faire pipi sous la douche. Moins de papier toilette. Voilà, il y a eu tout ce truc-là pendant des années, des décennies. Les gens sont plutôt en train de se dire, mais d'accord, le problème est toujours là, le truc s'empire, on cherche des solutions. Et donc, en fait, ils attendent que une chose, c'est que le camp progressiste, le camp pour l'intérêt général, arrive et propose des solutions applicables, réalistes, ambitieuses, parce que les gens se disent, bon, bah, si c'est pas assez ambitieux, ça sert à rien, il faut que ça soit quand même un truc d'ampleur. Et je pense qu'en fait, la gauche se gourre. La gauche je parle vraiment des gens très défaitistes, hein, parce qu'il y a aussi plein de gens totalement optimistes et qui rentrent pas dans ce que je décris, hein, bien sûr, à gauche. Mais ces gens-là se trompent sur l'état d'esprit des masses, en fait. Hein. Les gens cherchent une solution et seraient prêts à soutenir des mouvements qui en proposent une qui leur paraît réaliste, applicable, cohérente. Moi, je le pense vraiment. Hein. Et pas seulement sur le climat, même sur l'économie. Je veux dire, il y a tellement de gens qui sont pas du tout satisfaits du statu quo économique et se disent mais pourquoi les grosses multinationales continuent de s'enrichir, pourquoi il y a autant de pauvreté qui augmente, pourquoi les étudiants font la queue, etc. Les gens cherchent une explication, ils cherchent des... Et malheureusement, la droite arrive à fournir des explications clés en main, fallacieuses, mais qui flattent beaucoup les biais cognitifs ou des propagandes que les gens ont longtemps entendues. Donc la faute, en fait, c'est l'immigration, la faute, en fait, c'est les Arabes, la faute, c'est une théorie du complot, du grand remplacement ou un complot international, j'en sais rien. D'accord. Et les gens tombent là-dedans parce qu'ils cherchent des explications. Si la gauche s'améliorait dans s'adresser à des gens qui cherchent des explications et leur expliquer bien, de façon compréhensible, de façon accessible surtout, sans qu'il y ait des références à des auteurs et du gatekeeping constant pour pas qu'on puisse comprendre le fond de l'explication du truc. Vraiment, je pense que y a des améliorations stratégiques qui peuvent être mises en place et que ça augmente beaucoup l'efficacité et que ça convainc énormément de gens qui font pas encore partie de ce camp-là, quoi. et c'est d'ailleurs, Da Silva qui disait, qui est connu pour sa citation: «La lecture d'un livre précis n'est nécessaire à aucun débat, sauf si le sujet du débat est le livre lui-même». Donc Lisez Da à Silva. méditer, à méditer. Bernard J. Da Silva a fait des bons Aïe, et aïe, aïe, et aïe, toujours aïe. un bon sujet quand on parle de cette question de citation d'auteur et cetera. Aïe, 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 aïe. Bon, Ouais, du coup, bah, pour, clôturer là-dessus, je sais pas, sortez un peu du monde des idées, venez dans la vraie vie où les gens, en fait, si ils ont des idées eux-mêmes des idées et on peut les changer, en fait. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Combien de gens dans mes genre des amis que je connais depuis longtemps qui a priori sont vraiment pas convaincus par des idées
anticapitaliste, post-capitaliste économiquement, par le concept de démocratie au travail, d'entreprise coopérative, de scope, de Ouais, fournir moi les je suis pas besoins convaincu vitaux perso. gratuitement. Quoi? Vas-y, continue. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, rien. Ok. Bref, combien de gens comme ça j'ai connus et après quelques discussions, en fait, ils remettent en question énormément de choses et sur le long terme, ça marche en fait, les gens, ça marche. Voilà, bon bref, je voulais juste illustrer que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux questions ou qu'est-ce qu'on... Bah, déjà, j'aimerais qu'on explique le concept des questions. Vous pouvez poser des questions sur ce podcast Oui, les gens. en faisant un don pour soutenir la création du podcast et son amélioration. Si est-ce qu'on introduit le concept que le moins il y a de dons, plus le podcast devient mauvais? Oui, Parce que on baisse j'allais l'effort mis dans à le la base, podcast. c'était plus il y a de dons, plus on aura les moyens d'améliorer le podcast, tu vois? Mais on est en déficit depuis le début, donc je suis en train de me dire: «Est-ce qu'à un moment on dit pas aux gens, le podcast va perdre en qualité?» Non, plus sérieusement, vous pouvez faire des dons, soutenir ce podcast pour que lui permettre d'exister et en même temps poser une question et cette question, on y répond pendant le segment questions-réponses. Pour le moment, on est fiers de vous dire qu'aucune question est restée sans réponse, sauf une review d'une bouteille filtrante, je crois. Je crois que c'est la seule question où on n'avait pas répondu. C'est vrai, la personne était très en colère contre nous d'ailleurs. Il nous demandait notre avis sur une bouteille filtrante, on n'a pas pu donner une réponse parce qu'on essaie quand même de donner des réponses, de qualité donc là, on n'avait pas la bouteille sous la main donc je suis désolé. On attend d'ailleurs on avait Envoyez-nous, dit: «Envoyez-nous la envoyez-nous bouteille», le on attend produit. la bouteille pour pouvoir Payez-nous la répondre. bouteille, envoyez-nous Le jour ça où on a et la on vous fera une bouteille, review. on répond à C'est votre ça. question. Aïe, aïe, aïe. On pourrait passer au segment questions-réponses. Hem, ouais, je pense qu'on va passer au segment questions-réponses parce que je parie sur le fait qu'il y aura plein de questions supplémentaires et du coup, En vrai, il y en a vous déjà pas on mal. Il y en a déjà pas mal. allez, c'est parti. Ok, alors, on a une première question. Je ne vois pas de raison pourquoi les musées de France n'ont pas déjà scanné leurs peintures et mis les œuvres en accès gratuit sur Internet. Est-ce du capitalisme d'État? Alors, il y a beaucoup J'aime bien ça, le de, capitalisme d'État. il y a beaucoup quand il y a des questionnements comme ça, genre: «Ouais, c'est pas normal, machin», y en fait, encore une fois, le problème, c'est qu'il y a pas une décision, démocratique, au niveau national qui est faite et c'est que des initiatives au niveau des communes, en fait. Vous pouvez trouver il y a beaucoup de communes qui font énormément d'efforts pour essayer d'améliorer, l'accessibilité à leur contenu et moi, j'aimerais qu'on reconnaisse quand même qu'il y a des initiatives assez, incroyables qui sont faites. En parallèle de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musées on comprend pas, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est payant à l'entrée, leur site, il y a juste une page d'accueil. Et tu dis: «Mais tout le savoir là, votre rôle, c'est pas de diffuser ce savoir? Comment on accède à ce savoir techniquement?» Donc oui, c'est vrai qu'il y a un manque selon moi. Moi, je m'étais dit, depuis un moment qu'on devrait financer donc des fonctionnaires qui auraient pour rôle de contribuer à Wikipédia avec l'argent public, vu qu'ils ont Carrément. accès directement aux œuvres. Ils ont accès aux œuvres directement, donc le fait est que ce serait incroyable d'avoir des gens payés pour avec l'accès aux œuvres, contribuer directement à Wikipédia en disant: «Source: I made it the fuck up parce que je suis le musée de Rennes» ou je ne sais quoi, tu vois? De pouvoir annoncer genre: «Oui, voici une photo de la collection, qu'on a», tu vois? Donc ça serait super. Hem et du coup, pourquoi c'est pas fait? Parce que je pense que ça devrait être, il y a un manque de démocratie parce qu'on serait chaud de tous le demander et vu que, bah, on en a déjà parlé dans cet épisode, il y a une décentralisation qui fait qu'on n'a pas les compétences d'imposer quelque chose, au niveau de tout le territoire aussi facilement et du coup là, pour le moment, bah, on peut se réjouir des initiatives existantes et les encourager et revendiquer ça dans des programmes et tout. Mais ouais, ça va être dur, hein, ça va être long. Apparemment, quand même, il y a pas mal de musiques qui le font. Hein. Ouais, Je ouais, c'est regarde ce que là. je Euh, c'est littéralement comme ça que j'ai commencé mon propos, hein. ouais, mais juste pour rappeler à la fin que apparemment une centaine de musées en France proposent un nombre significatif, enfin une grosse proportion de leur collection sur les sites en question des musées. Mais je suis d'accord, ouais, il faut le généraliser. Ouais. Est-ce que c'est du capitalisme d'État du coup? Est-ce que c'est l'État
qui détient les moyens de Ouais. production culturelle et artistique et qui exploite. Non, je rigole. Après même de scanner tout ça et cetera, ça a un coût au niveau des impôts qui est pas énorme, tu vois? Mais, qui du coup nécessite qu'il y ait un moment parce que vu que les actions politiques sont un peu en retard avec les avancées, technologiques, je pense qu'on est juste dans un cas de figure où le peu d'argent qu'il faut pour mettre en place cette infrastructure n'a jamais été décidé par une loi, du coup ça existe pas, tu vois? Il faut que quelqu'un arrive et dise: «Venez, on fait ça» et ça sera fait à mon avis, hein. C'est pas s tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. OK. Il y a par contre à l'étranger, on c'est vrai qu'à l'étranger sur d'autres musées, ils sont quand même plus stylés parce qu'il y a toutes les collections qui sont disponibles, il y a des API. Moi, je m'étais renseigné, tu peux accéder à des API entières d'œuvres d'art. Le Met, par exemple, je crois, Ouais. te propose d'accéder à l'intégralité de son contenu, directement, quoi. Hem en API, c'est-à-dire tu peux faire des et eux, ils comprennent du coup que ça sera rentable pour eux parce qu'il y a directement des applications qui vont utiliser l'information pour pouvoir mettre en valeur les informations qui sont dessus, quoi. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, hein. Très bonne idée. Cool. Alors, prochaine question. Comment prévenir les gens qui, elles, entrent dans une pipeline fasciste quand elles regardent des vidéos en apparence innocentes sur Nietzsche et le bien, le beau et le vrai? D'accord. Donc, on parle par exemple de vidéos YouTube, euh, de youtubeurs plutôt de droite qui vont faire des vidéos centrées sur Nietzsche, le beau, le vrai, etc. Mais en fait, ils ont aussi du contenu qui, voilà, ne se contentent pas de traiter de ça, mais vont sur d'autres terrains, des justifications d'idées réactionnaires et tout à travers ça. C'est difficile, hein. Comment les prévenir qu'ils entrent dans une pipeline fasciste? Je sais pas si le plus efficace, c'est d'aller voir des gens qui ont juste regardé une vidéo de ce type-là. Ça dépend vraiment de la vidéo, en fait. Ça dépend vraiment de la vidéo. Si la vidéo, elle est juste sur qu'est-ce que pensait Nietzsche sur le beau, le vrai, et qu'il n'y a pas plus d'idées, il n'y a pas d'idées qui vont plus loin que ça, enfin, qui vont plus loin que ça, il n'y a pas d'idées réactionnaires ou de conclusions politiques néfastes et tout qui sont tirées de tout ça. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut surtout pas dire aux gens, oula, c'est pas bien de regarder ces vidéos, c'est une pipeline fasciste, parce qu'en fait, déjà, non, pas forcément. Et en plus, vous allez juste. Si, Quoi? moi je pense que si, hein. En fait, je connais pas. Tu connais, toi? T'as vu ces vidéos? Moi, je les ai pas vues, en fait. Tout ce qui traite de l'absolutisme, de concepts absolus comme le bien, le mal, le beau, le vrai, le faux. Tous ces choses-là sont des concepts hyper problématiques, genre, ça peut littéralement bouleverser ta vie et te faire devenir complètement taré. Le beau. Alors, c'est vrai que le beau. Comment? Ouais, en fait, je connais pas. Tu connais les positions de Nietzsche sur le beau? Moi, je connais pas. Quelque chose de dire que quelque chose peut être objectivement beau ou moche, Oui, c'est genre de montrer. très rapidement, tu vas dire: «Il y a des gens qui sont beaux et des gens qui sont moches» et très rapidement, tu vas dire: «Donc il y a des gens qui ont de la valeur intrinsèque du seul fait de à quoi ils ressemblent». Oui, oui, donc ouais, c'est très. Moi, je me souviens juste vaguement de ces vidéos. C'est genre. Je viens de terminer la pipeline, hein, ça y est, on est au fascisme là, hein. C'est genre tu montres, tu Tu vois ce montres que je des veux dire? statues gréco-romaines blanches et tu dis voilà c'est ça le beau. Et après tu montres, je sais pas, une œuvre d'art, art moderne, un peu abstrait, un peu moderniste, je sais pas quoi. Et tu dis regardez ça c'est moche et du coup en fait la tradition. Ouais, ouais non tu peux très rapidement tomber là-dedans, ouais, c'est vrai. Après je sais pas s'il faut aller voir les gens qui ont juste vu une vidéo sur regarder à quel point cette architecture gréco-romaine traditionnelle elle est belle qui dit pas plus que ça, tu vois, qui tire pas plus de conclusions que ça. Tu vois, faut faire attention à ne pas se tirer une balle dans le pied Ouais, non, mais là, la question attends, en allant ne lis trop pas loin mal la là-dessus, question. tu La vois. question, c'était, elle regarde des vidéos en apparence innocente. C'est des vidéos. Si En la personne, apparence elle est dans innocente. Ok, donc elles sont pas innocentes, d'accord. si la personne dans ton entourage te commence à te partager deux, trois vidéos sur, le bien et le mal, comme quoi il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais. Moi, j'ai eu déjà des discussions avec des gens qui m'ont dit que des électeurs du Front national étaient fondamentalement le mal et du coup, je dis à ou même les gens les macronistes sont fondamentalement le mal, tu vois? Et Oui, donc c'est le diable. Ouais. je parle à cette personne et je dis: «Mais attends, mais
Du coup, ces personnes-là, si tu te mets à leur place, tu peux comprendre pourquoi elles font ce qu'elles font, parce qu'elles ont une mauvaise lecture de la société et des mauvais axiomes politiques. Et du coup, au moment où tu te mets à leur place et tu comprends qu'ils ont des mauvaises actions politiques et une mauvaise lecture du monde, tu peux comprendre aussi que, en changeant ces axiomes et en changeant cette lecture du monde, ces personnes-là à gérer. agiraient différemment. Et du coup, en partant de ce principe-là, si la personne agit de cette manière-là et tu as pu réfléchir à ça et comprendre que cette personne agit de cette manière-là, du fait de ses axiomes politiques et de sa lecture du monde, alors il y a juste besoin de changer ça. Et donc c'est pas propre à la personne, c'est pas la personne qui est mauvaise, c'est propre à ces idées-là qu'elle a dans sa tête, qui peuvent être changées, parce qu'on peut changer les idées qu'on a dans la tête. Et à Oui, partir de là, non, à partir de là, si la personne dit: «Ah oui, c'est vrai», en fait, c'est bon, tu as dématrixé cette personne sur ce sujet-là. Mais beaucoup de gens vont pas dire: «C'est vrai», parce que beaucoup de gens vont justifier, leur détestation, parce qu'eux-mêmes, s'ils considèrent, OK, ça c'est intéressant ce sujet-là. Eux-mêmes, s'ils considèrent qu'il y a le bien et le mal, OK? ouais. Quand ils vont détester quand ils vont détester, des macronistes ou des Front national, quand ils vont les détester, genre ils vont ressentir de la haine, eux vont considérer qu'ils sont le mal, si jamais ils ressentent de la haine pour une personne qui a de la valeur. Donc pour ne pas considérer que eux sont le mal, ils doivent construire l'idée que la personne qu'ils détestent est le mal. Et à ce moment-là, eux peuvent être le bien. C'est seulement dans cette situation qu'ils peuvent être le bien. Donc au moment où tu leur dis: «Oui, mais attends, cette personne, en fait, elle est pas forcément le mal», tu es en train de leur dire qu'elle, elle est coupable de ressentir de la haine envers cette personne et serait, elle, potentiellement le mal. Donc on a un peu un jeu de l'œuf et de la poule où, il va falloir traiter en même temps le fait qu'elle-même se considère soit bien, soit mal et veut être le bien et est prête à changer sa vision du monde pour représenter le bien, et le fait que, vu qu'elle a un prisme du bien et du mal, elle est en train de, diaboliser ou de forcer des gens ou des concepts à être le mal ou le bien, comme ça. OK. Du coup, pour parler à des gens comme ça, qui sont matrixés sur, le bien et le mal et tout, il faut jongler entre les 2. Faut à la fois jongler entre: «Non mais tu as le droit de détester des gens, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais», et jongler entre, «Ouais, mais ces gens-là, ils sont pas mauvais en fait, intrinsèquement. Ils peuvent, en fait, c'est peut-être des bonnes personnes dans d'autres aspects de leur vie et ils ont rien de mauvais intrinsèquement», tu vois? Ouais, dans tous les cas, de toute façon, lutter contre l'essentialisme, ça va être un truc Ah oui, central dans toutes ces discussions. Vraiment, ouais, l'essentialisme, faut juste jamais accepter ça. Il faut toujours le remettre en question. Sauf si c'est pour une blague problématique. Là, vous pouvez être un tout petit peu essentialiste par moment. non, je suis pas d'accord. T'as tort par essence. Non, 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 ouais, ouais. J'essaie de trouver un truc, essentialiste à dire. Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Je sais pas si j'ai un truc à rajouter là-dessus. Comment les prévenir qu'ils vont dans une pipeline fasciste? Je pense, si c'est le tout début, etc., juste poser des questions, hein. Faites tous les trucs qu'a dit BPT. Faites-le sous forme de questions. Demandez est-ce que tu penses, genre tu sais, tu regardes la vidéo, tu dis oula, c'est un peu bizarre. Tu dis et qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, faut aborder les choses. Faut pas y aller en mode écrire un énorme pavé, dire à la personne attention. Ouais, il faut y aller subtilement, quoi. Il faut dire Ouais, bien sûr. Par contre, je pense que c'est un bon red flag, hein. La ouais, ouais, personne ouais, qui a c'est un posé red cette flag. question, je considère c'est un bon red, quand quelqu'un a des raisonnements absolutistes, c'est un bon red flag, même si aujourd'hui elle combat pour les bonnes raisons, pour les bonnes causes. Si elle le fait par essentialisme, par absolutisme, ça peut être sympa d'en parler, de lancer la discussion, genre: «Ah mais tu sais», parce que du coup ça peut créer des attitudes, anti, fascistes, violents, parce que, et du coup des gens qui veulent tuer carrément des antifascistes, tu vois? Ça peut créer des trucs comme ça. Qui veulent tuer des fascistes. Ouais, qui veulent tuer Ouais, des, ouais. ouais. Bref, Ouais. question suivante. Quel est le cadeau de Noël idéal? C'est à toi de répondre, hein. Euh, je sais pas, le temps et l'énergie passés avec quelqu'un.
sais que moi, j'ai le cadeau Je sais pas. idéal, pour toi, Oh, let's go. Trop bien. mais je t'ai proposé de venir aujourd'hui et tu m'as dit: «Non, non, non, je peux pas, j'ai envie de me concentrer et tout», donc tu l'auras plus tard, mais tu aurais pu l'avoir aujourd'hui. Tu vas me rendre ma chaise? Non, je te rendrai jamais la chaise, non. C'est mon cadeau D'ailleurs, idéal. j'ai pas à te rendre la chaise. Attends, c'est quoi cette histoire? J'ai acheté la chaise. Dans ce cas, tu me rends l'argent. OK, vas-y, parce Rends-moi ma que chaise, mec. honnêtement, le bouton marche toujours pas, hein, sur la chaise, hein, donc honnêtement, ce serait plus rentable pour moi de refaire l'échange et de m'acheter une chaise qui marche, hein. Aïe, 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 aïe. Leur dis pas ça. Après, ils vont plus rien, ils vont pas m'acheter des trucs. Quel est le cadeau de Noël idéal? Non, mais là, c'est. Ah, c'est trop compliqué, là. Hem, Euh, un vibromasseur. Bah, déjà, il faut comprendre, enfin, faut savoir que le cadeau de Noël idéal dépend complètement de la personne à qui tu le fais. Un livre de Nietzsche. Il y a pas un cadeau qui sera bien, je pense, faut pas forcément faire des trucs hyper matériels, genre des trucs très, très chers. Faut que ça ait du sens. Donc des fois, il y a des trucs moins chers qui ont plus de sens que des trucs très chers. Des fois, il y a des gens, il faut tâter le terrain aussi. Il y a des gens qui aiment pas recevoir des trucs chers. Faut aussi se rendre compte de ça. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il y a des gens qui sont gênés avec le fait de recevoir des trucs très, très chers. Il y a aussi le fait que si vous offrez un cadeau qui est vraiment Je ne cheap, fais ne pas faites partie de pas de ces gens, cadeau. hein. Juste, voilà. Publiquement, De j'aimerais quoi? qu'on sache quand même, je ne fais pas partie des gens qui n'aiment pas recevoir des trucs chers. Non, mais si vous comptez faire un cadeau hyper cheap juste pour le geste et tout, moi je pense faites pas de cadeau, hein. Parce que moi, ça m'a déjà blessé qu'on me fasse un cadeau vraiment pas cher. J'aurais préféré que la personne me dise: «Ouais, ouais, j'ai pas les moyens de te faire un cadeau, je t'ai écrit une carte» ou un truc comme ça, tu vois? Cette personne, Parce c'était que moi. franchement, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu as Je lui des ai acheté un bibelots. stylo Achetez Bic. pas des bibelots, achetez pas des franchement, n'achetez pas du plastique que la personne va mettre dans un tiroir et va se dire: «Ah ouais, ça, faut pas que je l'offre parce qu'on me l'a déjà offert et du coup, la personne va mal le prendre si je me» et après, le pire, c'est les non-dits, c'est-à-dire qu'on va vous offrir quelque chose et après, quand la personne vient chez toi, tu dis: «Ah mais il faut que je montre que le cadeau, je m'en sers». C'est une catastrophe. Soyez hyper clair. Oui. Ouais, c'est réel, c'est réel. Soyez Moi, hyper clair récemment, il y avec a les beaucoup. cadeaux. Faites si la personne, elle veut clairement un truc, voilà, vous avez un cadeau. Si la personne veut rien, demandez-lui peut-être, je sais pas, si vous voulez faire une surprise, il f en fait, je pense les surprises, faites-les que si vous savez déjà que ça va marcher et si vous savez pas, juste demandez. Est-ce que c'est pas une bonne recette ça? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que euh, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que ouais, genre il y a des listes de cadeaux entre moi et des gens à qui je fais des cadeaux. Genre les gens mettent leur liste. Ça, c'est pas mal. Genre tu fais une liste de trucs que tu veux. Bon, après, il y a plus trop l'élément surprise, mais en vrai, t'es surpris de qu'est-ce que t'as sur la liste. Les listes, c'est bien. Les listes, c'est pas mal. Euh, un autre truc, ouais, des gens qui ont. Il y a des gens qui ont juste trop d'objets, trop de choses et ils veulent pas un nouveau truc, d'accord? Et moi, Il y a des ce gens que j'ai fait. minimalistes aussi, hein. Hein? Des gens minimalistes aussi. Ouais, des gens minimalistes. Il y a beaucoup de gens qui vont adorer, par exemple, que vous achetiez un truc, un truc comestible, tu sais, un petit truc à manger, un truc à boire, un truc qui te procure un peu de plaisir ponctuellement. Voilà, c'est sympa. Tu reçois, j'en sais rien, moi, si t'aimes bien le fromage, si t'aimes bien le Nutella, je sais pas OK, ce que les gens aiment. je vais faire bouger les curseurs, OK? Ouais, De l'argent. basé. Juste offrez de l'argent. Si vous savez pas du tout, Offrez vous du offrez 20 € capital. et pas un ticket cadeau, pas une Oh, carte oh cadeau. oui, oh N'offrez j'avoue. plus jamais de votre vie une carte cadeau, s'il vous plaît. Carte Je cadeau, vous c'est en supplie. complètement cancel. N'achetez jamais ça de votre vie. C'est littéralement de l'argent en moins bien. C'est de l'argent que tu ne peux que dépenser à un Ah, endroit il y a une condition où vous avez le droit. si c'est pour acheter, si c'est une carte cadeau pour le itch.io de Team Non, non, Triomphe. non, non, non. Vous avez le droit dans un cas de figure précis, c'est si jamais vous avez reçu de votre comité d'entreprise ou je ne sais pas quoi,
au lieu de que vous-même, au lieu de vous faire un vrai cadeau, on vous a donné une carte cadeau catastrophique. Là, vous pouvez l'offrir. Là, Et là, vous c'est pouvez basé. l'offrir. Oui, tu reçois, genre, au lieu d'une augmentation, t'as genre 100 € à dépenser à la Fnac. Oui, là, vous pouvez l'offrir ça. Il n'y a pas de souci. Ah là 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 là. Moi, je pense qu'on devrait aussi moins avoir d'attente sur les cadeaux, genre. Après, ça dépend. Enfin, tout ce que je suis en train de dire, ça dépend tellement de votre milieu familial. Je connais des Ouais, il y a familles vraiment où... des ambiances différentes. Par exemple, Ouais, je moi, connais des familles. j'ai Enfin, il y a vraiment des familles qui essayé. fêtent pas Noël de base. Mais là, bon, là, on parle pas forcément de Noël, on parle de cadeaux au sens large. Il y a des gens qui fêtent pas du tout les fêtes Non, mais d'anniv. Il y a des gens à la qui... fin de l'année, venez, on s'offre des cadeaux à la fin de l'année, on s'en fout pour quelle fête, juste c'est fun. Ouais. Mais par contre, Vous j'ai soyez pas longtemps toxique essayé si de vous dire. recevez pas assez de cadeaux et tout. Ça, c'est cringe, quoi. Ouais, oui, n'allez jamais voir une personne. Déjà, ok. En fait, ce sujet avait l'air nul. Ouais, en fait, Et c'est là, bien. Il y j'ai a plein plein de de trucs trucs à à dire dire ouais, là. sur les J'ai plein cadeaux. de trucs à dire. Parce que ne faites jamais un cadeau en attendant que vous auriez quelque chose en retour. Jamais, jamais, jamais. Si vous faites un cadeau, c'est parce que vous, ça vous fait plaisir d'offrir la chose. Ne faites pas un cadeau en vous disant oui, mais lui aussi va me faire un gros cadeau, donc je dois faire un cadeau. Cringe. Parce que ça va faire des histoires. Il va y avoir des énormes histoires où vous allez offrir un énorme truc parce que vous dites bah oui, il va m'offrir autre chose. Là, il vous offre rien peut-être parce qu'il a pas les moyens et tout. Et là, vous êtes énervé contre la personne parce que vous lui avez fait un beau cadeau. Moi, je t'ai offert ça, toi tu m'as rien offert. Oui, c'est une Non, catastrophe. ça faut arrêter vraiment. Si vous attendez quelque chose en retour, arrêtez. Juste faites ce que vous êtes prêt. Vous considérez que vous aurez rien en retour et regardez ce que je. Peut-être faut juste pas faire de cadeau des fois. Hein. Si vous, en n'ayant rien en retour, vous voudriez pas faire le cadeau, faites juste pas de cadeau en fait. Hein. Vous aimez pas cette personne en fait. Parfois, il faut peut-être se rendre compte que juste vous détestez cette personne. C'est marrant, t'as plein de takes sur les cadeaux, en vrai, c'est trop bien. Bah carrément, carrément. Et oui, j'ai essayé pendant longtemps de dire aux gens ne m'offrez pas de cadeaux parce que moi perso j'ai pas envie d'avoir plein de bibelots, plein de trucs que je en général si il y a un truc précis que je veux, j'en parle aux gens, mais pas forcément pour Noël, j'en parle en général, je dis: «Vous voulez pas m'aider à acheter ça et tout?» parce que j'en ai besoin pour faire ça et en fait pendant longtemps j'ai essayé de dire aux gens: «Ne m'offrez pas de cadeaux, je vous ai dit déjà» et à Noël on m'offrait toujours un cadeau, un petit truc, tu vois? Et je disais: «Mais c'est de pire en pire» parce que plus je dis n'offrez pas de cadeaux, moins les gens savent ce que je veux et plus je reçois des cadeaux nuls. C'est pour ça Donc en la fait, technique de la liste, les gens. Faites une liste, il y a envoyez-la une aux solution. Non, il y a gens. une vraie solution. Demandez un truc qui a l'air insignifiant, ça fera pas si la personne veut vraiment vous faire des cadeaux parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des cadeaux pour il y a un esprit, il y a un esprit des fêtes, il y a un esprit, de partage et tout. Les gens, ils vont être mal à l'aise que des fois vous faites des cadeaux et vous demandez rien en retour. Ça met les gens dans une situation compliquée. Donc en fait, la solution souvent, c'est demander un truc insignifiant, qui vous semble insignifiant et la personne va vous allez voir, c'est trop marrant. Moi, j'avais demandé des chaussettes, la personne était allée me genre, je me suis dit: «Bah, je veux rien», mais du coup, je vais dire: «Je veux des chaussettes», tu vois? Ça sert toujours des chaussettes Chaussettes, c'est basé. On a et la toujours personne est besoin de allée plus de m'acheter chaussettes, des elles chaussettes disparaissent. au motif de Noël et tout, parce que la personne voulait faire quand même un beau cadeau. Donc je pense, si vous voulez vraiment rien et que vous sentez que l'ambiance, c'est les gens, ils veulent quand même qu'il y ait une ambiance des fêtes et tout, ils vous en veulent il y a des gens qui en veulent, hein, qui disent: «Ah, tu gâché la fête parce que tu as pas demandé de cadeau». Il y a des dingueries comme ça. Juste demander un petit truc, qui pourrait vous servir quand même et qui a l'air insignifiant et vous dites: «Non, non, je veux vraiment ça pour Noël et tout» et ça va le faire. Voilà, c'était les petits conseils Les de petits cadeaux. conseils cadeaux Noël. Épisode 1er jour de décembre, épisode spécial, Épisode non spécial attends, Noël, ça y est. épisode du 2 décembre théoriquement. On va devoir mettre un petit jingle de Noël et tout bientôt, c'est une catastrophe les gens. Non, je pense que c'était Voilà, un bon je petit savais pas segment, qu'on moi allait j'ai faire des conseils cadeaux sur le rendez-nous un jour, mais c'est moi ça m'a parfait. plu, ça m'a Très bonne plu. question. Ok. Vous pouvez Alors, continuer prochaine. d'ailleurs de poser des questions Ouais. via le lien qui est dans le chat si vous êtes en direct ou sinon vous allez directement sur lerendezvous.fr tout attaché et vous pouvez soutenir l'émission et poser des questions pour ce segment et nous on reste en cas des questions, hein. Vous serez prévenus. Quel sera l'avenir du jeu vidéo quand la gauche aura gagné et sauvé le monde?
Alors, déjà, j'aime pas le concept, de sauver le monde, Oh, c'est bon, tu peux jouer le jeu 2 secondes. OK, Waouh, le je joue le jeu, je rabat-joie. joue le jeu. L'avenir du jeu vidéo. Euh, Déjà, je pense qu'il je y sais pas. aura beaucoup plus de C'est une question pour créateurs, toi, ça. beaucoup plus d'expérience que pour les usagers, pour les joueurs. Il y aura beaucoup plus de jeux indés. Pourquoi? Parce que si on garantit les besoins vitaux, il y aura beaucoup plus de gens qui seront en capacité de juste faire ce qu'ils aiment, sans attendre en retour de toucher des énormes sommes, parce qu'ils n'auront pas besoin pour survivre, en fait, d'avoir des énormes sommes. Donc il y aura beaucoup plus de gens qui pourront se lancer. Ne serait-ce que se lancer, tester des concepts. Donc il y aura de plus en plus de contenus indépendants, des petits contenus indépendants par-ci par-là. Ouais, plus de Hem, variété, moins de conformisme. En fait, les grosses entreprises de jeux vidéo, capitalistes, enfin, elles veulent pas innover, elles veulent faire des formules qui ont été prouvées comme ouais, rentables. Donc c'est pour ça que vous avez le même Call of Duty qui sort tous les ans, d'accord? Donc en fait, le capitalisme décourage l'innovation, décourage la prise de risque, globalement. il y aura pas mal de choses que vous voyez aujourd'hui dans les jeux vidéo qui n'existeront plus. Tous les mécanismes prédateurs, tels que transactions, loot box, Ouais. des choses comme ça n'existera plus puisque ce sera, juste interdit, régulé ou interdit, ça dépendra. Fortement régulé en tout cas. Et donc il y aura plus la viabilité de certains jeux, complètement, addictifs, abrutissants, ne sera plus. En fait, ce sera plus viable et ils seront obligés de faire des bons jeux. Oh non! Ils seront obligés de faire des bons jeux pour les En, vendre. en Je vais gros, pouvoir réponse courte, tous les jeux vidéo seront mieux en tout aspect. Et vous pourrez. Les gamers n'auront jamais vu un tel âge d'or ah que non, ouais, ouais. quand la gauche aura gagné Ah oui, oui, et oui. sauvé le monde. Ah oui, oui. Pour Ça, te je trigger. suis quasiment sûr, hein, ouais. Bonne question en vrai. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du désarmement slash sabotage Et des... attends. C'est un dernier truc sur la question Vas-y, précédente. ajoute, vas-y. Et il y aura une promo sur mes propres jeux. Si la gauche gagne et sauve le monde, je ferai une promo 50 pendant une semaine ou 2. Let's Voilà. go! Code promo, Code primaire de la promo, gauche, sauver le monde. Vous mettez ça PDLG. le jour où c'est le cas et vous aurez 50 sur mes jeux. Parfait. Cool. Bon, bah, une raison de plus. Alors, Un jeu d'ailleurs, un de mes jeux qui sortira peut-être avant ta nouvelle chaîne, puisque on n'est plus en novembre et elle est toujours pas là, ta nouvelle chaîne. Donc j'ai encore moi je me disais: je pourrais pas le sortir mon jeu avant sa nouvelle chaîne. Là, je me dis, j'ai mes t'es, chances de sortir mon jeu avant ta nouvelle chaîne, sachant que si vous êtes pas au courant, il y a t'es la un pire personne! restaurant T'es la il y a un pire resto personne! Mais je te déteste. il y a un restaurant T'avais en aucune jeu. raison. T'as aucun intérêt à pas. T'es juste toxique en fait. T'es complètement toxique. Pourquoi tu. Prochaine question. Celui qui sort en premier Prochaine question. paye le resto, Qu'est-ce on que vous rappelle, hein. pensez? On rappelle quand même les termes du contrat. Tu vas me devoir un Jap, hein. C'est toi qui vas me devoir. Prépare-toi, prépare la carte bleue. Bah, prépare-toi, faites des dons pour Mulch pour qu'il puisse techniquement Frotte te bien payer le la Jap. carte là, frotte bien pour que le sans contact il passe là, ça va être bon. Ok. Prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du désarmement slash sabotage des soulèvements de la Terre face aux aberrations écocidaires? Est-ce que c'est une strate qui s'entend pour vous? Si oui ou non, pourquoi? Soulèvement de la Terre, sabotage. Donc soulèvement de la Terre, ils sont allés par exemple dans des sites de méga bassines et ils ont ils ont détruit les canalisations pour pas qu'ils puissent remplir. Parce qu'en fait, ils pompent les nappes phréatiques pour remplir des méga bassines pour stocker de l'eau, mais en fait, ça réduit les nappes phréatiques et l'eau, en plus, elle stagne et globalement, c'est pas fou, quoi. Ils ont fait d'autres choses aussi, non? Soulèvement de la Terre, ils ont pas aussi bloqué l'autoroute A69 en y allant. Ouais. Bon. Pour moi, je trouve qu'il y a un aspect positif à ça, c'est qu'on en entend parler, d'accord? Je pense pas qu'on aurait autant entendu parler du projet de l'A69 que ce qu'on a entendu parler s'il n'y avait pas eu ces actions-là.
Mais après, ça, c'est des actions, ça peut être des manifs, ça peut être. Mais c'est vrai que d'avoir l'aspect sabotage, je pense que les médias, du coup, ça fait que les médias en parlent plus. Euh, donc, je vais pas vraiment être contre. Après, ce serait quoi les contre-arguments? Ça serait de dire oui, mais il y a certaines parties de ces actions qui sont illégales, notamment des sabotages ou des destructions de biens. Et donc, du coup, les gens peuvent être en garde à vue, enfin, être condamnés par la loi, etc. Et ça pourrait donner une mauvaise image du mouvement écolo, des choses comme ça. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai du mal à. Il y a deux trucs. Un, j'ai du mal à dire à des militants qui au moins font des choses pour essayer d'œuvrer contre la catastrophe climatique, etc. J'ai du mal à leur dire non, vous le faites pas bien, c'est pas assez stratégique. Bon, par moment, je le fais quand vraiment c'est vraiment désastreux comme stratégie, mais là, je sais pas, je pense que c'est pas non plus à ce stade-là. D'accord, parce que ça fait des années que les gens tentent, enfin toutes ces associations, ces militants, les partis politiques, un tas d'acteurs tentent des choses, et en fait, il n'y a rien qui change. Donc, par exemple, oui, tu te souviens quand ils avaient mis de la peinture sur des œuvres d'art là, qui avaient été nettoyées juste après, Ouais. ça a mis énormément d'attention pendant des semaines sur le sujet, alors que s'il n'y avait pas eu ça, ils auraient juste parlé des sujets habituels, ça aurait pu être n'importe quoi, mais probablement plus sur l'insécurité, l'immigration, des choses comme ça. Donc au moins, ça met ça à l'agenda. Bah ouais. Pareil, ce que fait le soulèvement de la Terre, ça met ça à l'agenda. Donc oui, pour moi, ça s'entend comme stratégie, ouais. Ouais, sabotage, etc., ça s'entend, ouais. Alors, moi, j'ai une vision peut-être un peu différente parce que je comprends pas la stratégie, en fait. En fait, moi, médiatiquement, je suis d'accord, je suis content que sur l'espace médiatique, on parle de d'autres choses. Ouais, OK. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi, par exemple, pendant les élections législatives, tu as des associations comme, le dernier, dernière rénovation. Dernière Rénovation, pendant les législatives qui étaient en arrêt technique en disant: «Oui, non mais, nous on reprend dès que les élections sont terminées, parce que notre but, c'est de faire fléchir les députés pour qu'ils fassent voter des lois». Mais du Oui, coup, quand mais on peut en fait, choisir quels seront les députés, qu'on devra faire fléchir, là, on est absent complètement. Donc j'ai du mal à comprendre la stratégie parce que de mon point de vue, le truc qui a le plus de chances de te permettre de réussir ton objectif, tu t'empêches de le faire et donc je comprends pas trop le concept, en fait. mais on est d'accord que dans l'idéal, il faut faire les deux. C'est-à-dire, Dans l'idéal, il faut faire imagine les une 2. organisation Bah, qui, pendant ouais. les élections, a pris position, a appelé à voter pour le seul truc écolo qui pouvait gagner, a été tout le long stratégique sur les élections présidentielles, législatives, etc. Malgré ça, ça n'a pas fonctionné et ensuite entreprend les actions qui ont été entreprises par Soulèvement de la Terre. Une organisation qui ferait ça est en train d'agir plutôt de façon stratégique, non? Parce qu'en fait, là, Bah, j'ai l'impression, parce que la ça question, dépend ce c'est que tu vraiment appelles sur stratégique parce que si les militants les plus, déterminer. volontaires, tu leur dis de faire des trucs illégaux, ils se retrouvent en prison, et du coup, on n'a plus personne pour techniquement gagner par la voie qui peut marcher. En fait, tu vois, à un moment, genre, juste, c'est quoi la stratégie pour toi? C'est que tous les gens qui ont envie de faire réussir les trucs, ils deviennent complètement, parce que des fois, c'est même l'anxiété, vis-à-vis de la situation est amplifiée pour enfin, tu vois, pour que les gens aient la volonté d'aller faire des actes, illégaux et tout, faut être un certain mind space et pour être dans ce mind space-là, je me dis: «Je sais pas si c'est sain, en fait, ce type d'organisation». Parce qu'on dirait qu'on est dans une rhétorique de
de Après, je rappelle les soulèvements de la Terre, on a l'immense déjà majorité des perdu gens. plutôt? Soulèvements de la Terre, c'est un collectif de plein d'associations, Je connais peut-être aussi mal, ouais. ouais, de plein de gens. Et la grosse majorité des gens là-dedans, ils font genre des manifestations pacifiques, ils vont sur les lieux ou autour des lieux, ils font des choses comme ça. Après, il y a une partie qui font ce que tu dis dans la question, les sabotages, les choses comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi que ouais, pour faire des sabotages, il faut être dans un état d'esprit particulier, mais Moi, je veux pas voir il faut au prendre des à un risques à un personnels, stade ouais. Ouais. à un stade où on n'a pas besoin techniquement d'avoir, parce que là, on est enfin, oui, on aurait besoin, d'un point de vue écologique, que ça s'arrête le plus vite possible, les extractions de CO2 ou, les bassines d'eau et cetera, certes. Mais du coup, on est encore à un stade, à un niveau politique où on peut avoir une action là-dessus, techniquement, politiquement, tu vois? Donc, si à ce stade-là, les gens qui ont le plus, envie de participer, ils se retrouvent à être diabolisés parce qu'ils avaient le choix et ils ont décidé de faire un choix illégal. Du coup, tu diabolises toute l'élite de Ouais, de tes forces de militantes. tes forces militantes, et ces forces militantes-là, tu leur dis qu'il faut pas participer. Enfin, je comprends. Moi, ma réponse, c'est simple, je comprends juste pas quelle est la logique. Parce que si encore c'était des gens qui avaient fait pendant qui étaient très présents pendant, les élections et tout, et qui avaient fait un communiqué en disant, «Bon, bah, voilà, on n'a pas réussi par les élections, les gens n'ont pas voulu, ou alors les élections étaient truquées», ou je ne sais pas quelle rhétorique leur permettrait de penser que c'est pas possible, tu vois? Et qu'après, du coup, ils avaient dit: «Du coup, on n'a pas d'autre choix, on doit faire ça». Je pourrais au moins comprendre la rhétorique. Mais de voir que pendant les élections, tu les vois pas. Ouais. Après là, je pense que Pas tu fais tous, une mais critique tu vois? envers certains acteurs spécifiques Voilà, c'est et pas certain. C'est ce envers que la je te dis, je connais stratégie, peut-être parce pas que la assez. question c'était sur la stratégie Bah oui, bah, je te de dis la stratégie. sabotage. Bah oui, mais si je peux même pas comprendre la stratégie de sabotage. Moi, je peux comprendre une stratégie de sabotage quand c'est ton dernier recours. Pour, pour moi, pour moi, le... Est-ce que c'est le dernier recours? Non, pour moi, l'impact positif de ça, c'est qu'on en parle dans les médias. C'est à peu près le seul, parce que de toute façon, matériellement, ils envoient la police, ils t'arrêtent dans des sabotages, ils réparent, etc. Et de toute façon, ils peuvent passer en force. Les entreprises privées, ils ont l'État, la puissance publique, la police, même techniquement, dernier recours, l'armée, etc. de leur côté. Donc s'ils Mais veulent finir de construire une autoroute de force, ils vont le faire. Donc OK, juste ça un marchera pas détail. matériellement de saboter, d'empêcher S physiquement les trucs d'arriver. Sur le long Non, terme, mais enfin, après, attends, ouais. il y a des contre-exemples, par exemple Notre-Dame-des-Landes, où là, la ZAD, etc. Mais bon, il y a eu des. Enfin, c'était une situation spécifique et il y a eu une Attends, volonté politique en juste un mettant au détail, pouvoir des gens qui voulaient l'arrêter, donc voilà quoi. juste un détail quand Ouais. même. Comment tu fais pour avoir l'opinion publique? Ça va être hyper dur d'avoir l'opinion publique de ton côté, en faisant une action comme ça, sachant que tant que t'es pas littéralement dans une dictature, les forces en place peuvent juste dire: «Mais attends, le peuple a voté pour ça, on fait tout dans les règles et c'est vous techniquement qui sont en train qui êtes, dans l'illégalité». Comment tu fais pour techniquement sortir de ça en ayant l'opinion publique de ton côté? C'est compliqué, et ils en jouent vachement de ça, et du coup ça, je sais pas si au niveau de l'opinion publique ça marche, hein. Ouais. Je sais pas, moi, niveau stratégie, je suis pas convaincu, hein, complètement. J'avais eu, il y a certains types d'actions qui me convainquent plus que d'autres, on va dire. La Parce que, par peinture sur les exemple, tableaux, ça t'avait convaincu, non? la peinture sur les tableaux, ça m'avait convaincu puisque le tableau n'a même pas été touché, et du coup, ça montre un peu l'hypocrisie de tous les gens qui ont réagi directement en disant: «Ces tableaux sont tous horriblement, ils attaquent la culture et tout», alors que en fait, les gens, ça a permis de montrer une hypocrisie parce que du coup derrière, non, en fait, le tableau, si vous étiez renseigné 2 secondes, vous serez rendu compte que le tableau n'a pas été, endommagé. Et de la même manière, j'avais bien aimé le fait d'aller sur un terrain de tennis, qui est quand même pas un sport hyper, populaire, tu vois? Et du coup, ça permet d'aller, chercher, au bon endroit les médias. Mais par exemple, tous les trucs bitumer une autoroute, Coller ses mains attaquer, au bitume ouais, d'une autoroute. je suis pas sûr de comprendre la strat. Tu ferais Parce ça, que toi? Tirer sur une autoroute, coller ta main bah, par terre déjà, avec de la je super ferais rien glue? de tout ça puisque c'est illégal et qu'on fait pas des choses illégales, tu vois? Après, non, mais je te rejoins totalement sur les acteurs en question, hein, les dernières rénovations, leur position sur les sélections, enfin,
c'est complètement incompréhensible, quoi. Ou d'autres personnes du mouvement, enfin d'autres personnes qui se disent écologistes, qui ont appelé à voter pour Jadot en empêchant un programme écolo d'être au second tour. Enfin ouais, Pour moi, c'est c'est impossible d'être écologiste si t'es pas dans conséquentialiste et donc pour ouais, moi, toute personne qui n'avait pas voté, invité appelé à voter pour, la seule option qui était, en capacité de gagner, qui avait un programme écologique qui était la France insoumise, en 2022. Si tu as pas appelé à voter pour ça et voté pour ça toi-même, en 2022, à ce moment-là, tu étais pas écologiste. Ou alors en gros, OK, tu OK, croyais être écologiste. Tu as pu changer d'avis depuis et ouais. peut-être qu'aujourd'hui tu dis: «Merde, oui, j'ai merdé sur ce vote-là» et cetera. Mais du coup, moi, je vais tout de suite avoir un préjugé de me dire: «Cette personne-là n'est pas conséquentialiste» et je sais pas qu'est-ce qui motive cette personne de faire ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que du coup en fait, c'est ça le truc, c'est hyper douteux. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils mettent en danger leur vie si derrière ils sont pas engagés pour juste mettre des députés qui voulaient le programme de base, qui défendent? Et ils ont rien fait Oui. pour les faire gagner, en tant qu'organisation. En tout cas, En là, gros les le organisations dont je parle, hein. Attention, peut-être toutes les organisations ne sont pas visées, hein. ouais, je suis sûr que dans les soulèvements de la terre, il y a certaines organisations Ouais, ouais, qui ouais. ont pris toutes ces bonnes positions dans les élections, mais en gros on va dire notre position la plus favorable possible à ce truc-là, ça serait, si c'est un truc complémentaire à la lutte dans les institutions et en même temps ponctuellement pour essayer d'en faire parler dans les médias, il y a des actions qui peuvent comprendre, oui, de la désobéissance civile ponctuellement, mais essayons de le faire de façon stratégique et qui ne nous mettent pas à dos les gens. Après, moi, je sais pas si je suis d'accord avec toi sur les trucs d'autoroute, hein. Moi, je pense que les trucs d'autoroute, ça peut quand même avoir leur utilité pour faire parler dans Quelle les médias. utilité? Je comprends pas. À quel moment? Bah, tu bloques les autoroutes, tu dis voici ce problème de société-là, tu gênes le fonctionnement, le train-train quotidien de la société, Mais et tu ils vois? en parlent dans les OK, médias, puis après ton organisation est invitée sur le plateau télé pour parler de ça, et là tu prends tout le temps d'antenne pour parler du sujet de fond, et tu parles même pas du tout de l'action, tu vois, tu fais tout pour pas parler de quand il l'action. y a eu quand il y a eu les 49.3 Ouais, et que du coup, le peuple a pas été écouté. 93 de la population voulait techniquement qu'on arrête la réforme des retraites. oui, Bah, à ce moment-là, des actions de ce type-là étaient mises en place et de mon point de vue, ces actions à ce moment-là, elles avaient déjà elles pouvaient déjà être beaucoup plus comprises et obtenir accepté. l'adhésion du public que dans un cas de figure où on va juste dire: «Mais attends, mais pourquoi tu crois on va faire les choses comme tu le veux?» genre, eux, ils ont gagné les élections, et toi, tu t'opposes au choix du peuple, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est si tu es pas dans une situation où c'est littéralement ta seule manière d'agir, je considère que le peuple peut pas adhérer, en fait. Il peut difficilement adhérer à ton action. Ok, Surtout quand c'est lui la victime, au final, dans des cas de fi c'est pour ça que je te dis, il y en a qui sont où tu peux plus facilement obtenir l'adhésion. Par exemple, l'œuvre qui est avec la peinture ou, un match de tennis. Mais littéralement, une autoroute, c'est plus compliqué. ouais, ouais, ok, Comment ok, tu ok. Cool. On a répondu. Et tu vois, Alors, c'est pareil sur la grève. ouais, Sur la grève, techniquement, la grève, c'est le dernier recours. C'est-à-dire, on a demandé au patron, il a pas voulu. Tu vois, il y a eu plein d'actions qui ont été menées, de communication avec les syndicats et tout, et vu qu'on a aucun autre moyen, on est obligé de faire grève. Tu Est-ce que tu OK, juste viens, on réfléchit 2 secondes à cette situation. ouais. Un syndicat lance une grève et dit: «Tout le trafic sera coupé sur tout le trafic». Et là, le patron dit: «Attendez, mais pourquoi vous lancez cette action de grève? Vous nous avez même pas demandé l'augmentation». Oui, Est-ce que le public va être réceptif à ça? Est-ce que le public va comprendre ce qui se passe? Est-ce que le public va dire: «C'est légitime ce que fait le syndicat»? Parce que c'est comme ça que c'est perçu. Si tu as rien fait pendant les élections, que Macron gagne les élections, Macron met juste en place le programme qu'il avait annoncé et après tu fais littéralement du sabotage? Quoi? non, mais c'est vrai que les acteurs qui font des choses comme ça, oui, en effet, les organisations. Enfin bref.
On en reparlera. Hem, D'ailleurs, on a une autre question, je crois? Ouais, on a une dernière petite question. Oh non, avant-dernière, je crois. Attends. Alors, Merci, ouais, elle vient de tomber. Une nouvelle question. non, il y en a une juste avant. Ah, je l'ai pas vue moi. Ah, peut-être qu'elle était pas, mise en public, ce qui est bizarre pour une question qui va être lue publiquement. Mais vas-y. Salut les gars, allez-vous décliner la magnifique idée du PolityWiki en vidéo commentée? Plus mulch, on se fait quand ce burger avant ou après ta chaîne secondaire? Ah oui, je sais qui c'est. Oui, oui. Mention spéciale pour BPT qui fait du BPT tout corps d'état pour le mouvement. Bougez pas d'un style, vous êtes dans le vrai. Cool, bah merci pour la question. Alors attends, décline la magnifique idée du PolityWiki en vidéo commentée. C'est vrai qu'on l'a pas vu ça? Alors, le PolityWiki est... bon, il y a eu un super ajout récemment avec PolityWiki, le super outil que tu as développé BPT, qui nous permet de rajouter les infos beaucoup plus rapidement à partir de vidéos YouTube. C'est trop cool. Donc, n'hésitez pas à le tester tout de suite, hein, si vous voulez. C'est une extension pour Firefox, le PolityWiki. Allez sur le site PolityWiki, vous trouverez le lien, Faut juste re politywiki.fr. Ouais, il y a un bug, faut recharger la page avant de l'utiliser, hein. Ouais, il y a un petit bug qui Faudrait va être peut-être le réparé bientôt normalement. Euh, ou mais pas. en effet, il est un peu sur une sorte de, euh, Comment on dit de, back de, burner en français? de back. Oui, je cherche littéralement comment on dit. Je sais pas comment on dit. Et on s'en fout, on va dire. Il est sur le back burner. Il est sur le brûleur derrière. Il est sur le brûleur d'arrière actuellement. Mais c'est prévu évidemment de plus communiquer bientôt sur le PolityWiki. Le projet n'est pas du tout mort, hein, c'est juste le taux d'ajout d'informations est un peu plus faible qu'au début du projet. Mais Les après, gens c'est peuvent aussi, il y a aussi... tous Oui, contribuer. Ça n'empêche pas les gens de contribuer quand ils veulent, hein. oui, oui, je rappelle que le concept, c'est quand même que ce soit une plateforme participative. Donc, le concept, c'est que tout le monde ajoute des informations sur le wiki comme Wikipédia et que moi, je fasse la modération. Moi et d'autres personnes ont fait la modération. Donc voilà, dès maintenant, n'hésitez pas à contribuer. Quand vous voyez par exemple un propos d'un influenceur, une position prise, la rajouter, c'est toujours un bon réflexe à avoir. Après, oui, il faut communiquer un peu plus dessus et le relancer. Et oui, c'est prévu qu'il y ait des vidéos et du contenu fait déjà, un, pour promouvoir le PolityWiki et deux, en se servant de toutes ces informations présentes sur le PolityWiki pour plus facilement Pour les produire gens du qui contenu, quoi. écoutent pour les gens qui écoutent et savent pas du tout de quoi on parle, n'hésitez pas à faire un tour sur politywiki.fr pour informer là-dessus. Ouais, vous allez voir, c'est un bête de projet. Et je rappelle aussi que il y a énormément de pages qui existent et qui sont bien fournies avec énormément de positions d'influenceurs, avec tout est super, super bien sourcé, bien sûr. Donc, si jamais vous avez comme projet de faire du contenu politique, souvenez-vous que vous avez cette ressource à disposition. C'était une des motivations qu'on avait données au début du projet, c'était de dire ça sera une source d'information d'intérêt public pour des journalistes, pour des créateurs ou créatrices de contenu. Donc tout ça, dès aujourd'hui, on peut s'en servir pour, voilà, vous voulez, je sais pas, parler de telle ou telle personne ou tel groupe de personnes ou bord politique, etc. Le fait d'avoir toutes les sources en un endroit sur ce qu'on dit des gens, ce qu'on fait des gens, etc. Je pense que c'est un outil Ouais, super utile. après honnêtement, moi j'ai une vision en tête depuis le début de ce concept, où quand même, moi dans ma tête, je vois une vidéo de toi qui attaque frontalement, violemment, des influenceurs d'extrême droite ou de droite, considérés comme neutres, normaux. Tu les attaques, tu sors exactement des trucs qui font très, très mal et à la fin, tu dis: «Mais si vous me croyez pas, il y a toute une page qui sur PolityWiki, il y a littéralement toute une page qui vous informe sur, la source exacte de tout ce que j'ai cité dans cette vidéo». Bah Et tu écoute, vois, c'est ça fait prévu. et le Écoute, c'est prévu. PolityWiki Non, mais tout ce que tu dis là viendrait est en mic prévu. C'est drop prévu. de viendrait en mic drop, tu vois? Et tu auras fait en amont les recherches pour que cette page soit, squeaky clean, tu vois? Carrément, mais c'est exactement ce qui est prévu d'être fait.
T'es en train de spoil en fait la prochaine phase. Ah ouais. Bonne question, bonne question. Et pour le burger, bah franchement, envoie-moi un truc quand tu veux. Dis-moi quand t'es dispo. On se fait ça le plus rapidement possible, ok? En vrai, je veux bien être là, hein. Ouais, bah Peut-être ramène-toi, peut-être on ramène-toi. peut se faire un truc, On se fait un truc tous ensemble. on peut se faire un truc à 3. Dites-moi, à l'avance et je me ramène Est-ce qu'ils ont des burgers un veggie? rendez-vous. Je crois qu'ils ont. Oh, je prendrai un truc poulet. Bref. Merci pour la question. Et on a une dernière question. Attendez! Pourquoi tu dis dernière? Ne sois pas défaitiste comme ça. Les gens peuvent continuer de poser des questions autant qu'ils Ça veulent. y est, je suis atteint du défaitisme de la gauche. Alors, un gars de la DGSI qui nous demande 2027. Un candidat de la NUPES est choisi sur un programme commun semblable à celui des législatives de 2022. Ce candidat est Olivier Faure. Que faites-vous? Que faire? Tu veux répondre? Mais est-ce que je veux répondre à ça? Moi, je veux bien répondre, si tu veux. Alors attends, c'est le candidat commun de la NUPES? Bah du coup, oui, ça sera sans doute le candidat. Ça sera sans doute un candidat qui peut du coup être au second tour, et donc ça sera le moins pire qui peut être au second tour. Pour Ouais, Donc oui, pour moi, il y a 2 phases. Il y a une phase où oui, on j'appelle à déjà, voter pour ça, oui. il faut analyser quelle est la situation politique du pays. Il faut regarder quels sont les candidats qui se présentent aux élections présidentielles. Il faut regarder quelles sont les, mmh, les organisations, en fait, qui proposent ça. Parce que si tu as un Olivier Faure dans un PS, plus personne ne croit là-dedans et qu'il se met avec un programme commun, machin, un truc qui est à 2, et à côté de ça, tu as un nouveau mouvement qui s'est lancé, qui s'appelle l'Union de la gauche et qui a, 8 et qui propose un autre candidat. On n'est pas dans la même situation. C'est pas parce que, Oui, tu vois oui, ce que je veux dire? il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites de. Quand moi j'ai dit Ensuite, oui, je veux dire candidat de la ouais, NUPES, voilà. je veux dire le NUPES, la NUPES aurait toujours les partis qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire LFI, PS, EELV, PCF, etc. Et que ça soit le même programme que 2022, ou avec certains changements, mais dans la même veine. Donc ça serait l'hypothèse de Ensuite, gauche unie NUPES, quoi. Dans ce cas-là, oui. Par contre, oui, t'as raison, si c'est une nouvelle NUPES avec par exemple le PS, le PCF et EELV, et c'est tout. Et il y a la NUPES OG à côté qui est plus haute dans les sondages. Ouais, enfin bon, ouais, ça dépend vraiment du contexte, quoi. il y a un autre cas de figure. C'est enfin, pas un cas de figure, mais un autre truc à prendre en compte, c'est que pendant une longue période, vu qu'on est loin des présidentielles, par exemple, tant qu'on n'est pas aux 6 derniers mois, par exemple, tu vois? Il faut quand même essayer de faire fléchir l'opinion publique pour, que le candidat le plus à même de gagner soit le candidat que tu veux voir gagner. C'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle, par exemple en 2022, pendant un petit moment, Jadot et Mélenchon étaient pas loin l'un de l'autre, et donc Ouais. pendant ce moment-là, il fallait pas te dire: je pense que Jadot là, je l'ai vu dans un sondage à 7,4, donc cette semaine, vu qu'il était à 7,4 et que Mélenchon était à 7,2, Je cette vais semaine, je vais luter défendre. pour Jadot». Oui. Tu vois? Non, pendant un certain temps, tant que c'est pas départagé clairement, sachant que, l'incertitude, plus le temps est loin, plus l'incertitude est grande. Donc même 3-4 à 1 an de l'élection, ça veut rien dire, tu vois? Et plus tu te rapproches de l'élection, plus cette incertitude diminue, et ta responsabilité est de t'aligner au bout d'un moment avec le truc qui semble avoir le plus de chances de gagner. C'est-à-dire arriver à 3 mois de l'élection, revendiquer qu'un candidat qui a 4 face à un autre qui a 13, il peut, faire une remontada, ce serait pas légitime, ce serait pas responsable, tu vois? Par contre, à 6 mois de l'élection, à Allô, 9 mois monsieur de Mélenchon? l'élection, de voir un candidat à 6, l'autre à 8, et celui à 8, il fera un Hollande, tu vas donner toutes tes forces pour essayer de faire monter celui qui a 6 pour qu'il soit considéré comme le candidat, de la gauche qui est, tu vois? Tu vas dire aux gens: «Mais non, mais c'est pour lui qu'il va falloir se battre pour qu'il aille au second tour, c'est pas pour l'autre qu'il va falloir se battre». C'est comme s'il y avait une primaire, la primaire de la gauche qui se basait sur les sondages, en fait. Tu es en train de participer à une primaire, de la, de la,
de l'opinion publique. Tu es en train de travailler sur l'opinion publique pendant toute une partie, jusqu'au moment où tu arrives à un stade où non, là, il va falloir, être efficace, il va falloir être conséquentialiste et il va falloir, lutter pour et surtout ne jamais lutter en tapant sur les autres candidats, de manière, malhonnête, tu vois? Parce que du coup, tu es en train potentiellement de taper sur un candidat malhonnêtement de taper sur un candidat qui tu vas devoir défendre dans 2 mois peut-être, tu vois? C'est Donc ne pas ça. sortir des trucs comme Jadot, on sait pas, peut-être c'est un escroc. Tu es là en mode: «Attends, mais tu sors d'où ça?» Tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Et là, dans 2 mois, c'est Jadot qui est le préféré. Là, tu dis: «Non, mais quand je vous dis que c'est un escroc, bon, c'est mieux d'avoir un escroc que» tu sais, genre non. Oui, 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 oui. Oui, tu dois gérer, ce que tu avais dit avant, ouais. Bon. Voilà, Oui, mais de toute c'était ma façon, ce sera réponse pas Olivier là-dessus. Faure, les gens. Enfin, c'est une question de troll, d'accord? On sait très bien Ah, ça que pourrait ce être sera pas Olivier ça. Faure. Non, non, faut arrêter. Encore une fois, soyons pas défaitistes. Merci. On n'a pas parlé des retombées du sujet principal du podcast de la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des sujets au fur et à mesure des podcasts, hein, ça nous intéresse d'avoir vos retours. Mais, Carrément. on parlera peut-être des retombées du podcast de la semaine dernière, la semaine prochaine. On se donne le rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Salut tout le monde.